C'est une grande première. Le projet de loi pour une république numérique sera le premier texte de loi co-créé avec les internautes, c'est-à-dire soumis à une discussion publique et aux contributions de tous les citoyens sur Internet. Pendant 3 semaines, vous pouvez enrichir le texte, proposer des modifications ou faire part de vos commentaires et voter pour les meilleures contributions. Cette co-création de la loi est la dernière étape d'une démarche inédite et participative. D'abord, les internautes ont été très nombreux à participer à la consultation du Conseil national du numérique. Plus de 4000 contributions sur les grands enjeux du numérique ont été reçues. En parallèle, un débat a eu lieu à l'Assemblée nationale sur les premières orientations du texte. Troisième étape, le Conseil national du numérique en a fait une synthèse qu'il a remis au gouvernement. Le Premier ministre, Manuel Valls, a alors annoncé la stratégie numérique de la France et la dernière étape, la plus innovante. La plateforme de co-création de la loi est lancée, une première en France. Vos propositions les plus pertinentes, plébiscitées par les autres internautes, viendront enrichir le texte de loi avant son adoption en Conseil des ministres. Vous avez des remarques sur le sort des comptes et des données personnelles après le décès? Des idées sur une meilleure accessibilité pour les malvoyants? Des propositions sur l'encadrement de la neutralité de l'Internet? Alors rendez-vous pendant 3 semaines sur contribuer.republique-numérique.gouv.fr. La loi sur le numérique, c'est vraiment vous qui l'aurez conçue. Bonsoir. Je reviendrai tout à l'heure sur les images qu'on vient de vous montrer. Moi, je m'appelle Valérie Urman, je vais animer nos échanges ce soir. Ces échanges-là s'inscrivent dans un... Je vais me rasseoir, dans un cycle de conférences sur la participation citoyenne. Et quand la Cité des Sciences a réfléchi à programmer un cycle complet sur ce sujet-là, c'était le moment où on est dans un contexte un peu particulier. Culminait la crise sociale des Gilets jaunes, un mouvement d'une ampleur qu'on n'avait pas connue depuis quand même très longtemps dans le pays, et où en réponse à cette éruption, le gouvernement a précipité ou a organisé dans un temps extrêmement court un grand débat national qui, quels que soient de savoir si ça a été un succès ou pas et sur quels critères, en tout cas, c'était certainement une séquence inédite et qui a montré, on a entendu en tout cas les Français dire « donnez-nous la parole ». Certainement que les enjeux de la participation ayant gagné une visibilité sans précédent et que c'est cette idée qui a progressé auprès de toutes les catégories de population. Je pense que Cyril dira peut-être un mot tout à l'heure d'un sondage qui a été fait par son organisation en vue des prochaines municipales. C'est cette idée que on ne peut plus aujourd'hui considérer que les décisions politiques peuvent se prendre comme avant et qu'au fond il y a la nécessité d'associer beaucoup plus étroitement les citoyens au sujet qui les concerne directement. Ce mouvement-là, qui au fond adresse un impératif démocratique, de changer un peu de logiciel démocratique et de modifier notre système politique. Les technologies du numérique s'en sont emparées. Et ce qu'on appelle les civic tech, ce sont l'ensemble des technologies numériques qui embarquent ce projet civique. On va s'intéresser. Alors, il y a beaucoup d'acteurs divers qui se rangent sous cette bannière des civic tech. On va s'intéresser ce soir plus spécialement aux plateformes de consultation. On a décidé de choisir, on a ici des acteurs de la consultation, qu'il s'agisse des politiques ou d'entrepreneurs de la participation, pour aborder notre sujet. On leur a demandé de l'aborder non pas à travers des concepts, mais à travers des cas concrets et de nous emmener un peu dans les coulisses et dans le making-of de ces consultations qui sont véritablement des négociations. Et on se rend compte que c'est le moment où se fixe en fait la finalité
de la consultation, ce que l'on met ou pas en discussion, comment on va cadrer la parole, comment on va permettre aux gens d'avoir accès à l'ensemble des contributions qui sont en ligne, comment on va prendre en compte ce qu'ils ont dit, ce que l'on va en faire, comment on va leur donner la possibilité d'argumenter, de délibérer ou pas, et qu'au fond, on pourrait lister comme ça des dizaines de critères qui sont en fait autant de petits curseurs qui vont bouger. Et ce que vous voyez à l'arrivée lorsque l'on va sur une plateforme numérique, eh bien c'est le résultat en fait de tout un cheminement et de discussion entre le commanditaire politique et puis l'entrepreneur, la civic tech. Donc, la vidéo, pour y revenir, que vous avez vue tout à l'heure, c'est la vidéo de présentation qui était sur le site de la consultation citoyenne pour le projet de loi pour la République numérique. Donc ça, c'était en 2015. Et en fait, si on vous la présente, d'abord, c'est parce qu'on a le plaisir d'avoir Axel Lemaire qui a initié cette consultation. Donc à l'époque, elle était secrétaire d'État en charge du numérique, et cette consultation a marqué, c'est-à-dire que c'est une date dans le sens où c'est la première consultation de type collaboratif sur un projet de loi proposé par le gouvernement français. Donc ça, c'était il y a 4 ans. Pour que vous sachiez bien d'où parle aujourd'hui Axel Lemaire, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, elle est venue nous raconter cette expérience-là parce que c'est une expérience qui a fait date et qui a du sens aujourd'hui. Aujourd'hui, elle a rejoint le cabinet Roland Berger en tant qu'associé, et c'est un cabinet de conseil privé qui est mandaté régulièrement par l'État pour accompagner sa transformation, pour accompagner la modernisation des administrations publiques, et qui a été mandaté au moment du grand débat national, qui a fait partie des cabinets qui ont été mandatés lors du grand débat national pour réaliser les synthèses des gigantesques masses de contributions des citoyens. Donc voilà, je le précise. Et 4 ans après, cette consultation-là, qui était donc une consultation qui était inédite, il y a eu effectivement le grand débat national avec une plateforme numérique qui a enregistré un nombre bien plus considérable de contributions. Elles ont été... et le grand débat national a aujourd'hui des prolongements directs cet automne avec une consultation sur les retraites, sur la réforme des retraites qui vient tout juste de commencer. Donc on sent bien qu'il y a de plus en plus de consultations, d'une ampleur de plus en plus importante, avec des modalités qui se transforment. Et Cap Collectif est la civic tech qui a opéré à la fois toutes les consultations dont je viens de parler en réalité. Et donc Cyril Lage en est le fondateur et le patron. Et donc, il est intéressant. Donc, il va nous parler un peu des coulisses de ces consultations-là, mais ils ont aujourd'hui 5 ans d'expérience et ils finalisent à l'heure actuelle ce qu'ils ont appelé un livre blanc de la démocratie numérique, dans lequel ils vont restituer l'ensemble des enseignements et poser une sorte de doctrine de ce qu'ils veulent présenter sur leur travail, les enseignements qu'ils ont tirés de cette expérience-là. Alors, ce livre blanc n'est pas encore publié, il est en cours de finalisation, mais dans son intervention, Cyril nous en livrera les axes principaux. On a bien sûr que l'ensemble de ce mouvement, de ce projet démocratique est fortement observé par les chercheurs. Tatiana de Ferrodi, qui est avec nous ce soir, est spécialiste des technologies numériques de participation et d'engagement citoyen, donc spécialiste des civic tech. Elle est chargée de recherche à Décider Ensemble, où elle coordonne en fait l'observatoire des civic tech et de la démocratie numérique.
Et c'est intéressant, je me permets de préciser que votre thèse porte sur ce que hacker la démocratie veut dire, et vous étudiez en fait le rôle des acteurs des civic tech, de ceux qui opèrent ces startups, ces entreprises, qui opèrent ces plateformes, en ce qu'ils sont en train de devenir effectivement un groupe professionnel. La participation est en train de se professionnaliser très fortement et ils sont en train de devenir des nouveaux intermédiaires entre les gouvernants et les gouvernés. C'est en tout cas voilà, sous cet angle-là que vous observez l'engagement des civic tech. Avant de donner la parole à Cyril Lage, je voulais vous poser à vous 2 ou 3 questions pour savoir un petit peu mieux qui vous êtes et en fait comment vous abordez ce sujet-là. Peut-être savoir déjà il vous suffit de lever la main si vous êtes d'accord, savoir qui a déjà participé à une consultation citoyenne en ligne. D'accord. Et qui a participé au grand débat national? Et qui a déjà participé à un budget participatif? D'accord. Très bien. Comme ça permet d'ajuster aussi la parole de nos intervenants. Je vous laisse la parole, Cyril. Bonsoir à tous. Je vais moi aussi du coup commencer par une question, puisque la question à laquelle on me demande de répondre, c'est révolution ou instrumentalisation. J'aimerais juste savoir dans la salle qui pense que c'est une révolution, qui pense que c'est une instrumentalisation. Ok. Et les autres, vous n'êtes pas encore convaincus. Ok. Alors, le parti pris qui a été le mien en préparant cette intervention a été non pas d'essayer de vous convaincre que c'est l'un ou c'est l'autre, mais c'est tout simplement, comme l'a dit Valérie tout à l'heure, c'est tout simplement vous raconter le parcours qui a été le nôtre, là où on en est arrivé aujourd'hui, les différents enseignements, qui me semble être la façon la plus appropriée de le faire, puisque le concept est quand même relativement neuf. Vous voyez, je démarre avec Obama en 2009, mais le concept de civic tech, je crois qu'il est apparu en 2013 aux États-Unis et en 2015 simplement en France. Si bien que moi, quand j'ai commencé, on ne nous appelait pas une civic tech, c'est quelques années plus tard qu'on nous a mis cette étiquette. Voilà, donc je vais vous faire ce petit récit en partant donc de ce qui est pour moi le point de départ, qui est donc l'élection de Barack Obama en 2009, dont vous vous souvenez sans doute le slogan de campagne à l'époque qui était « Yes, we can », oui, on peut. Mais on peut quoi? Et en fait, ça a été explicité de façon très claire par Obama quand il est rentré à la Maison-Blanche, puisque ce jour-là, de façon symbolique, il a signé donc un mémorandum, le premier en tant que président. Vous savez, c'est ces trucs que Trump passe son temps à signer, à montrer à tout le monde. Et celui d'Obama était donc sur le concept d'Open Government and Transparency. Et il a dit la chose suivante, qui est à l'écran, que je ne sais pas si vous le voyez, mais c'est en anglais. Ça fait trop longtemps que le peuple américain est confronté à la culture du secret qui règne à Washington, où l'argent public disparaît sans laisser de traces, où l'information publique est verrouillée et où les lobbies exercent une influence indue. Résultat, le peuple américain a la conviction que son gouvernement travaille pour les lobbies et puis les experts bien référencés. Et c'est donc un président de la République, et pas des moindres, pas du plus petit État, qui va dire ça. Et la conséquence de ce constat qu'il dresse et du mémorandum qu'il signe, c'est de prendre l'engagement de mettre 3 principes au cœur du fonctionnement de la démocratie représentative, que sont la transparence, la participation et la collaboration. Alors, il ne va pas se contenter de signer ce mémorandum, il va lancer un certain nombre d'initiatives, comme par exemple la création du site data.gov, qui est donc la plateforme relative aux données publiques, dont l'objectif, dans l'axe de transparence, c'est mettre à la disposition des citoyens les données en possession de l'État fédéral américain
pour que les citoyens puissent y accéder, les réutiliser et éventuellement vérifier l'action du gouvernement. Et il va aussi, un autre de ces projets assez emblématiques, lancer We the People, qui est une plateforme qui permet donc aux citoyens américains de pouvoir interroger l'administration fédérale, donc via un site web. Et dès lors qu'une interpellation recueille un certain nombre de signatures, je crois qu'on était à l'époque autour de 100 000 signatures, l'administration fédérale s'engageait donc à instruire et répondre. Donc, première forme d'imputabilité, de répondre à des citoyens à des questions. Alors, pour la blague, puisque c'est un truc assez courant, mais Internet, il y a une culture assez potache, la première sollicitation qui a atteint le quorum des 100 000 était une proposition à travers laquelle les citoyens demandaient à l'État fédéral américain de construire l'étoile noire de Star Wars. Voilà. Et l'administration américaine a joué le jeu, en fait. Ils n'ont pas écarté la proposition, ils ont mené une véritable instruction du projet, livré une réponse. Bon, la réponse, vous en doutez, elle a été non, puisque je crois qu'ils avaient fait une estimation du coût du projet, c'était en plusieurs centaines de milliards de dollars. Et au-delà de ces deux projets qu'il a menés, il va aussi donner instruction à l'ensemble des administrations fédérales de mettre en place un tableau de bord en mettant dedans la totalité des projets qu'ils vont mener sur les 3 axes, transparence, participation, collaboration, et faire un suivi de l'état d'avancement pour que ce mémorandum et cette politique soient réellement suivis des faits. Et puis, cette politique qui était propre et exclusive aux États-Unis va prendre un tour mondial en 2011. En septembre 2011, aux Nations Unies, va avoir lieu le lancement de l'Open Government Partnership. Et là, c'est un mouvement international qui va réunir des États démocratiques. Ils étaient 64 ce jour-là, représentés par des chefs d'État et de gouvernement, qui vont eux aussi adhérer au constat que fait Obama, qui est propre, je pense, à la quasi-totalité des démocraties de la planète, et s'engager à leur tour à co-construire un plan d'action avec les citoyens et en assurer la mise en œuvre. Alors, la France a brillé par son absence à l'occasion de ce sommet, puisqu'elle n'y était pas, et aussi les médias. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà entendu parler de ce qu'on appelle, nous, dans le jargon, l'OGP, on fait simple, mais en tout cas, vous avez 64 chefs d'État et de gouvernement qui se réunissent aux Nations Unies, et vous avez la presse qui, dans son ensemble, réussit à ne rien écrire sur le sujet. Donc c'est assez exceptionnel, et il faudra attendre, je crois que c'est 3 ans, 4 ans, 2015, oui, pour que la France adhère enfin... 2014 adhésion, 2015... Le sommet, avec la présidence. Oui. La présidence et ensuite le sommet. C'est ça. Donc il a fallu attendre quelques années pour que la France rejoigne ce mouvement. Et un des premiers projets auxquels j'ai participé a été la création d'un collectif qui s'appelle Démocratie ouverte en janvier 2012, sur la base de ce constat, de l'absence de la France dans l'OGP. Donc pour populariser le concept, la presse n'en parle pas, la littérature est en anglais, donc on va créer une association à laquelle on va donner à l'origine 2 ambitions. La première, c'est bien évidemment de faire connaître le concept auprès des décideurs publics et des citoyens, et le deuxième, commencer à créer une communauté, mettre en réseau les premiers acteurs comme nous qui commençaient à s'intéresser au sujet. On va rapidement avoir une petite victoire en menant une opération de lobbying auprès de l'OIF. Axel, je ne sais même pas si tu connais ce morceau de l'histoire, mais où on avait réussi à faire introduire, donc à l'occasion du sommet des chefs d'État de Kinshasa en 2013, dans l'article 38, l'engagement de l'ensemble des États francophones à rejoindre le mouvement de l'OpenGov. Donc on a fait aussi un peu ce travail de plaidoyer, de lobbying à l'époque. Et puis en fait, quand on a créé Démocratie ouverte, moi je travaillais principalement à la préparation d'un projet qui a été lancé en février 2013 et qui s'appelle Parlement et citoyens, et dont l'objet était de tester un postulat qui est que les décisions sont plus efficaces et mieux acceptées lorsqu'elles sont élaborées de manière transparente et inclusive plutôt que quand elles sont faites à huis clos par quelques-uns. Et ce projet va connaître on va dire un certain succès, d'autant plus quand on sait que ce projet il est mené par, donc on était 3 citoyens, comme je m'amuse à le dire, sans réseau, sans fortune personnelle, et puis en plus on n'avait même pas fait l'ENA, donc autant vous dire qu'on n'était pas du cru.
et pas de budget. Et donc on a mené ce projet avec 6 parlementaires qui se sont prêtés au jeu de tout l'échiquier politique. On a fait large, de l'extrême gauche à l'extrême droite, en passant par Bruno Le Maire, Dominique Raimbourg, socialiste, etc. Donc tout l'échiquier politique, et tour à tour, ils ont expérimenté cette méthode qui se fait en 5 phases. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Donc tour à tour. Et ce que va montrer ce projet assez rapidement, c'est que quelle que soit la couleur politique de l'élu, quel que soit le sujet qu'il va présenter à la consultation, on va aboutir à un résultat assez saisissant, c'est la qualité des contributions qui vont être portées par les citoyens. Aujourd'hui, sur les sites de presse, vous avez 40 à 60% des commentaires qui sont modérés, qui vont à la poubelle. Sur Parlement et Citoyens, on était à un taux de modération inférieur à 1%. Ce qui était une première forme de démonstration pour le politique, que dire, vous voyez, les citoyens, ce n'est pas forcément des gens qui vous insultent sur Internet. C'est des gens qui sont en capacité d'apporter quelque chose à partir du moment où on le met dans le bon contexte. Et ce bon contexte, on pense, c'est la méthodologie qu'on avait proposée à l'époque, qui permettait de faire les choses en étapes et surtout d'inviter le citoyen, non pas à réagir à quelque chose qui avait été décidé pour lui et sans lui, mais de participer au début de l'aventure et de construire quelque chose en commun. Alors, malgré le succès quand même manifeste de ce projet, parce qu'au-delà de ça, on a aussi le sénateur Joël Labbé, dont la consultation sur la plateforme a abouti à la rédaction d'une loi qui a été votée par le Parlement. Je pense que personne ne le sait, mais je pense que tout le monde à peu près connaît cette loi. C'est la loi qui a abouti à l'interdiction de la vente des pesticides aux particuliers et leur utilisation sur les espaces verts des collectivités. Et donc cette loi, elle a été construite sur Parlement et Citoyens et ensuite votée par le Parlement. Alors, malgré cette démonstration, eh bien, le président de l'Assemblée nationale a considéré que c'était manifestement pas suffisant pour nous rapporter son soutien pour permettre la généralisation du projet. Et on a par contre eu la bonne surprise de constater que ce qu'on portait au niveau du Parlement suscitait de l'intérêt à plein d'endroits qu'on n'avait pas imaginé, à commencer par des entreprises, mais aussi des collectivités, des associations, etc., qui nous ont sollicités pour qu'on les accompagne, pour qu'à leur tour, elles expérimentent la plateforme et l'outil dans leurs organisations. Alors, comme ce n'était pas faisable par le biais de l'association, puisque l'association n'avait pas, c'était pas sa mission, et que d'autre part, la plateforme qu'on avait développée à l'époque était un prototype qu'on avait bricolé par nos propres moyens, on a décidé donc, de créer une start-up, Valérie l'a présenté tout à l'heure, qui s'appelle Cap Collectif. Donc, en juillet 2014, donc là je voulais illustrer avec une photo qui représente l'équipe de l'époque, mais à l'époque on était 3, donc on n'était pas autant qu'on l'est aujourd'hui, et on a donné 2 missions à cette entreprise. La première, c'est d'assurer la pérennité du projet Parlement et Citoyens, et la seconde, c'est de porter le concept auprès de l'ensemble des décideurs qui souhaitaient l'expérimenter à leur tour. Et les choses ont été très vite. Je vais rebondir directement à République numérique, mais sans trop détailler, puisque Axel Lemaire en parlera ensuite. Mais finalement, on a reproduit ce qu'on a fait au niveau de la co-construction des propositions de loi des parlementaires sur la co-construction du projet de loi, donc République numérique, qui s'y fait sensiblement autour de la même méthodologie, qui a quand même été beaucoup renforcée à cette occasion, mais autour de 3 éléments qui sont complètement clés dans le succès d'une démarche de consultation. Et globalement, quand on vous parle de consultation, passez là au tamis de ces 3 critères. Si le compte n'y est pas, vous pouvez tourner les talons. La première, c'est qu'une consultation s'inscrit dans un processus de décision. Si le processus de consultation n'a pas pour perspective d'avoir une décision, on est peut-être dans le cadre d'un débat, mais très certainement pas d'une consultation, et encore moins dans un processus de co-construction. Le deuxième élément qui devrait vous attirer l'œil, c'est que si on est dans un processus de décision, vous devriez avoir des propositions initiales. C'est-à-dire que le politique sait. Et là, il y a une machine quand même politique d'une certaine complexité. On ne se réveille pas comme ça en disant « tiens, je vais prendre une décision demain ». Un projet de loi, ça se prend quand même relativement loin. Le politique, et on l'a vu tout à l'heure à travers la vidéo et tout le cheminement des travaux préparatoires qui sont faits en amont, le politique a une vision du sujet, sait où il veut aller et va déposer ses propositions sur la table. C'était le cas de République numérique, puisqu'on avait le projet de loi avant son adoption au Conseil des ministres. Et enfin, soyez vigilants à la présence d'un certain nombre d'engagements, parmi lesquels le fait
que toutes les contributions seront prises en compte. Prise en compte, ça veut dire mise en application, mais ça voudra dire que quelqu'un va se charger de les lire, les traiter et les porter à la connaissance du politique. Le deuxième, c'est que le politique s'engage également à apporter une réponse claire et nominative aux auteurs des propositions les plus votées. Il va y avoir des phénomènes de mobilisation, il va y avoir des sujets qui montent. Il est normal que le politique y réponde également. Et enfin, bien sûr, qu'on ait un engagement d'explication des arbitrages. Parce que finalement, une décision n'est qu'un choix entre une multitude de possibilités. Et c'est ce que va faire apparaître la consultation, et c'est cet arbitrage sur lequel le politique va opérer à la fin. Et là, vous avez vraiment les trois grands ensembles. Je vais relativement rapidement, je le place ici en 2015, mais qui sont une constante permanente qu'on développe dans l'ensemble des projets de consultation qu'on mène avec nos clients. Alors, je vais accélérer pour la suite, parce que je ne vais pas vous faire le récit de l'ensemble des actions qu'on a pu mener. Mais suite à République numérique, il va en effet y avoir un emballement assez incroyable, où on va recevoir des tonnes et des tonnes de sollicitations qui vont faire que, quelque part, on va devoir courir derrière elles. Je vous les résumer ici. 2016-2019, on a travaillé pour 180 décideurs, qu'ils soient ministres, députés, élus locaux, syndicats, associations, etc. Parce qu'aujourd'hui, en réalité, c'est un mouvement qui touche absolument toutes les organisations. Elles sont toutes confrontées à la même chose. C'est-à-dire qu'il y a une perte d'adhésion, il y a une perte d'engagement et surtout une perte de confiance dans la parole des décideurs et des élites en général. Et avec ces 180 décideurs, on va mener à peu près 750 projets qui vont mobiliser 1,2 million, 1,4 million. Je n'avais plus le chiffre à jour de citoyens. C'est quand même assez conséquent. Alors, je vous ai mis, pour vous expliquer l'image que j'ai mis au centre, pendant ces 3 années, c'est quand même un peu le sentiment d'être dans un grand 8 avec des moments d'euphorie et des moments de grande dépression. Et je fais un truc dont j'ai souvent parlé aussi avec Valérie, elle le disait tout à l'heure sur la cuisine interne, c'est que j'ai eu des mois extrêmement difficiles après République numérique parce qu'on avait, et c'était le sens du parcours historique que je vous ai présenté avant, fait considérablement avancer le sujet entre 2013 et 2015. Et je pense que ce qu'on a fait avec Axel Lemaire, c'est tout simplement inégalé à ce jour-là. Et j'avais cru, moi, en fait, qu'on allait faire progresser le sujet, expérience après expérience, et qu'on allait aller toujours plus loin. Et en fait, en réalité, c'est pas du tout ce qui s'est passé, c'est même l'inverse qui s'est passé. Et ce que j'illustre directement après avec mes 3 points négatifs dans cette expérience. Le premier que j'ai mis sur le podium, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon le civic washing, ou que vous avez le greenwashing, etc. C'est le politique qui vous dit « je crois en la parole citoyenne, je crois en la concertation, etc. Je veux mener un projet participatif » et en réalité, dont on va se rendre compte, nous, dans la préparation de l'opération, qu'il n'y croit absolument pas. Et Valérie le disait tout à l'heure, c'est un véritable combat, en fait. On est une entreprise qui, sur la place, est reconnue pour ses engagements, notamment militants, et on est en combat permanent avec nos clients pour leur faire comprendre que s'ils n'atteignent pas ces conditions de succès, non seulement leur opération ne va aboutir à rien, mais qu'en plus ils vont contribuer à alimenter la défiance là où nous on cherche à l'atteindre. Pour vous donner un exemple très simple, l'une des consultations que j'ai menées pour un ministre après République numérique, je sentais tellement que c'était purement de la com que je m'amusais quasiment à provoquer le directeur de cabinet qui, excédé au bout d'un moment, me dit mais ça suffit, tu crois quand même pas qu'on va construire la loi avec un site web. Voilà. Et je lui ai répondu, pourtant Axel Lemaire l'a bien fait. Et si on le fait, c'est qu'on y croit. Hein, on y croit véritablement. Alors, l'autre point aussi de blocage aujourd'hui, qui pourrait plaider pour l'idée que tout ça ne sert à rien, c'est qu'il y a une méconnaissance complète des différentes démarches participatives. En fait, aujourd'hui, si vous regardez sous l'appellation consultation, vous allez trouver une grande variété de dispositifs. Des questionnaires, des forums, des boîtes à idées, etc. etc. Ça, c'est un des vrais problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est aussi de faire comprendre aux décideurs politiques, et ça paraît quand même assez incroyable, qu'une politique publique s'élabore selon une méthode et une temporalité qui est, prioriser les sujets. On ne peut pas tout faire, on ne peut pas s'occuper de tout. C'est à ça que sert une boîte à idées. Ensuite, quand on a priorisé ces sujets, eh bien, ensuite, on va passer à l'étape de réflexion, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, de recherche des scénarios, des différentes options. Et c'est ça qu'on appelle une consultation. Vient ensuite l'étape 3,
qui est l'étape de la décision, dans laquelle, quand on voit le Parlement qui débat argument contre argument, etc., c'est cette étape-là qui matérialise la décision. Là aussi, on a développé une application parce que dans certains cas, nos clients souhaitent déléguer, là aussi, la décision aux citoyens ou à leur public. Vient ensuite la phase de mise en application de la politique publique, là, grosso modo, sur laquelle on n'intervient pas. Et enfin, la 5e étape, qui est l'évaluation des politiques publiques, qui est pour lequel les logiques de questionnaire sont particulièrement adaptées. Et en fait, on se rend compte qu'il y a eu, c'est assez incroyable, mais dans le monde politique, une inculture assez élevée sur ces processus, et surtout sur l'utilisation des dispositifs. Si bien qu'on arrive dans des situations assez ubuesques où certains de nos clients vont choisir une application plutôt qu'une autre parce qu'ils préfèrent le design de l'application plutôt que l'autre. Parce que visuellement, ça leur paraît beaucoup plus sympathique. Donc là, c'est un deuxième point négatif ou surtout point de travail et de vigilance. Le troisième, et ça je m'en suis rendu compte un peu plus récemment, c'est qu'on a enfermé la civic tech dans le champ de la démocratie participative. Et je pense que c'est une erreur en réalité. Là, il y a bien, et je l'ai exposé tout à l'heure, les 3 piliers de l'OpenGov, etc. Mais ce qu'offrent les civic tech, et je pense Axel pour en dire un mot là-dessus, c'est pas l'opportunité de collecter des votes et des commentaires de citoyens, c'est la possibilité de digitaliser des processus de décision. Et c'est pas tout à fait la même chose. Ça veut dire que c'est pas j'ai ma pyramide bien structurée, silotée, etc., dans laquelle l'accès est réservé aux experts, aux lobbies, aux partenaires sociaux, etc. Et tout ça avec une belle chape de plomb dessus sur lequel on ne voit rien. Et à côté, une civic tech qui serait un espace réservé aux citoyens pour collecter les votes et les commentaires. D'ailleurs, République numérique, ça n'a pas été ça, puisqu'il y avait eu l'instruction de renvoyer les groupes d'intérêt, y compris vers la plateforme numérique. Donc ça, c'est aujourd'hui... si je devais étayer le fait que les limites des civic tech, elles se trouvent à travers ces 3 points et qui sont les leviers de progression pour le futur. Il n'y en a qu'un sur lequel on ne peut pas agir, c'est clairement le civic washing. On ne pourra jamais rien faire, ni Capco, ni personne, pour convaincre un décideur qui est dans une intention non sincère de consulter, de l'amener réellement à respecter les principes méthodologiques. Alors, de l'autre côté, les points positifs, et qui me semblent là aussi importants, mais c'est toujours pareil, ça dépend de quel point de vue on regarde. Je pense que pour ceux qui sont aujourd'hui dans la difficulté, tu parlais des gilets jaunes tout à l'heure, ça n'ira jamais assez vite, et on attend une transformation bien plus profonde et bien plus efficace de nos institutions politiques. Mais moi, j'ai mis quand même en la fin du déni. Je peux vous assurer, quand j'ai commencé cette affaire avec Parlement et citoyens, tout le discours que je tiens là, je ne pouvais pas le tenir à l'Assemblée et encore moins dans les ministères. On était encore à l'époque, en 2013, à l'époque du déni en fait. La démocratie allait bien, et si vous vous permettiez de dire que le boulot était mal fait, parler de la défiance, etc., assez rapidement, vous disiez que vous étiez un poujadiste ou un frontiste. Comme ça, circuler, il n'y a rien à voir. On vous mettait de côté. Et ça me paraît véritablement important parce que c'est la condition pour maintenant pouvoir avancer. Et là encore, je peux vous assurer que, vu le nombre de sollicitations qu'on reçoit désormais à la semaine, que c'est une véritable lame de fond et que à tous les niveaux, y compris dans les entreprises, le message est bien compris, qu'aujourd'hui les gens ne veulent plus que vous soyez avec votre casquette de citoyen, de consommateur, de salarié. Vous ne voulez pas être le pion d'un ensemble auquel vous comprenez rien et vous voulez être partie prenante. Le deuxième point positif, c'est qu'on a constaté, en fait, et c'était la bonne surprise pour nous, quand on fait Parlement et citoyens, on se croyait un peu seul au monde, mais qu'en réalité, ce mouvement-là, on était très nombreux à le partager, et y compris au nombre des décideurs. Et le troisième, je le redis, mais très rapidement, c'est maintenant, on passe à l'époque des convertis. C'est que Axel fait partie des décideurs de la première heure convaincus, et on est en train aujourd'hui de voir de plus en plus de décideurs se convertir. Je crois même, je ne veux pas parler à sa place, mais avoir entendu le président de la République dans une interview au Times dire que quand même, il avait été marqué par le mouvement des Gilets jaunes et qu'il avait compris lui-même la nécessité de revenir au plus près des citoyens et de passer dans une logique d'écoute. En conclusion,
Juste avant la conclusion, j'avais oublié cette slide-là aussi. Je voulais aussi vous interpeller sur quelque chose dans l'évaluation. Je vous reposerai la question à la fin. Si pour vous, on est dans une logique d'instrumentalisation où on peut aller vers une révolution, c'est que quand on parle de civic tech, on parle toujours de civic. Et on parle finalement très peu de tech. Et il faut avoir conscience que développer une tech est quelque chose d'extrêmement complexe et extrêmement coûteux. Et je vous ai mis là quelques-uns des enjeux dont on parle finalement assez peu, mais qui sont incontournables si vous voulez aujourd'hui passer à l'échelle et être capable d'accompagner des projets tels que le grand débat national. Le premier, c'est celle de la performance. Quand vous avez des consultations qui passent aux journaux télévisés, vous avez des dizaines de milliers de personnes qui affluent sur une plateforme, il faut qu'elle ait la capacité de tenir. Donc vous devez avoir une infrastructure hyper solide. Ensuite, la question de la sécurité. Là, globalement, ce n'est pas quelque chose qui préoccupe beaucoup nos clients, mais qui, nous, par contre, nous préoccupe beaucoup, c'est d'assurer que les données que vous allez nous confier, enfin pas à nous, parce que les données appartiennent de toute façon à nos clients, mais elles vont transiter par notre plateforme, qu'elles soient sécurisées et que personne vienne voler vos données ou éventuellement défigurer le site pour afficher d'autres choses. Vous avez ensuite des questions d'accessibilité, parce que là encore, l'enjeu, c'est vraiment que la participation soit ouverte à tous, même à ceux qui rencontrent des difficultés dans l'usage du numérique. Et vous avez également des enjeux en termes de RGPD qui nous ont coûté à peu près 150 jours de développement pour se mettre en conformité avec le RGPD. C'est un règlement général sur la protection des données, donc qui oblige les gens qui collectent des données à devoir obtenir le consentement de l'utilisateur sur les données qu'ils vont utiliser, l'usage qu'ils vont en faire et la durée de conservation. Donc là, on a dû créer tout un système assurant que les utilisateurs sur une plateforme comme la nôtre disposent d'une autonomie totale de gestion de ces données, c'est-à-dire pouvoir les modifier, pouvoir les supprimer et éventuellement même jusqu'à aller détruire son compte et toutes les données qui sont attachées. Et enfin, un élément aussi extrêmement important en la matière, c'est la question de la transparence, et c'est donc de permettre, via ce qu'on appelle une API, de permettre à n'importe qui de pouvoir télécharger en temps réel la totalité des données qui vont se trouver dans une plateforme numérique. Donc ça, je voulais simplement l'évoquer assez rapidement, parce que si on veut répondre à la question, il ne faut pas simplement oublier pas simplement aller sur la question civique, des méthodologies, de la résistance du politique, mais bien aussi avoir en tête qu'il y a des enjeux techniques et que vouloir opérer des projets participatifs comme on l'a fait sur le grand débat ou espérer demain que ce soit généralisé, rêvons un peu à l'échelle européenne et faire participer plusieurs dizaines et quinzaines de millions de citoyens, si on n'adresse pas ces enjeux techniques, on sera dans l'incapacité totale de le faire. Voilà. Donc cette fois, ma conclusion, elle tient en une image. C'est que je pense qu'on a véritablement fait avancer les choses avec les civic tech. Et j'aime bien cette image de l'escalier. Moi, je suis assez convaincu que ce qu'on doit affronter aujourd'hui, c'est un changement systémique du fonctionnement de nos institutions et que nécessairement, tous les jours, on se heurte à une résistance au changement qu'il faut lever. Il va falloir acculturer. Donc, comme avec République numérique, on va parfois faire des bonds de géants et puis ensuite, on va travailler avec d'autres personnes qui vont faire du civic washing. On va reculer, on va réavancer, etc. Mais au-delà de ça, je trouve qu'il y a de symbolique aussi dans cette image, c'est que je suis, moi, assez intimement convaincu que l'ensemble des crises et des défis auxquels on a à faire face, à commencer par les questions écologiques, on n'en réglera aucune tant qu'on n'aura pas réglé la question démocratique. Tant qu'on n'aura pas réussi à créer une démocratie qui est fondée sur ce dialogue ouvert et transparent et qui continuera tel qu'il fonctionne aujourd'hui, c'est-à-dire sur la mise en concurrence des intérêts en présence, et c'est-à-dire organiser quasiment le combat entre ces intérêts, on n'arrivera à rien. Donc voilà, c'est un truc qu'on va le monter, on va descendre, etc. Mais surtout, le plus important, me semble, qu'on ne tombe pas d'un côté ou de l'autre, parce que je pense qu'on ira vers des lendemains qui vont pas chanter. Alors, merci. On va ouvrir une deuxième séquence là avec Axel Lemaire et avec Tatiana. Tu pourras bien sûr... bon, ça y est, on va tout le monde savoir que je te tutoie en fait. Tant pis. Tu pourras intervenir dans le débat, bien évidemment. Donc on va avoir une discussion, on va mettre en discussion, en fait, ce que vient de dire Cyril Lage. En même temps, je voulais donner un peu la parole d'abord à Axel Lemaire pour qu'elle revienne sur cette expérience qui a été cette date de la consultation sur le projet de projet de loi de la République numérique. Peut-être pour que vous nous expliquiez
au fond, entre le moment où vous prenez la décision d'entrer dans un processus comme celui-là et d'aller chercher les citoyens, et le moment où la plateforme arrive en ligne, il y a tout ce processus de réflexion, ces fameux curseurs qu'il va falloir bouger. Et finalement, j'imagine que c'est un temps d'apprentissage aussi pour le politique, quoi. Et que c'est pas, voilà, et qu'on rencontre des obstacles, et que c'est aussi pas si simple toujours de savoir où on va mettre le curseur. Tout à fait. Bonjour à tous et merci de l'invitation, merci de votre présence. Alors, oui, il faut une décision initiale, mais cette décision, elle ne tombe pas du ciel, elle n'arrive pas de nulle part. Et donc, j'étais heureuse d'entendre Cyril Lage sur l'historique de cette démocratie contributive qui peut être amplifiée grâce à l'utilisation des outils numériques, parce que lorsque cette décision, elle est prise, elle est profondément politique parce qu'elle correspond à une certaine vision de la démocratie. J'insiste là-dessus parce que le fait que ce soit Barack Obama, en 2009, qui lance ce sujet de la transparence de la vie démocratique, de l'amélioration des processus démocratiques, de l'ouverture des données détenues par les administrations, notamment pour lutter contre la corruption. Et parmi les dizaines de pays présents à l'époque, il y a beaucoup de pays dits en voie de développement, parce que les pays bailleurs ont compris qu'un des moyens de lutter contre la corruption, c'est de suivre les flux financiers et donc d'accéder aux données concernant ces flux. Donc ça, c'est un agenda de transparence démocratique qui n'est pas anodin, c'est un agenda politique lancé aux États-Unis sous un gouvernement démocrate, repris au Royaume-Uni sous un gouvernement travailliste. Gordon Brown, à l'époque, a lancé cet OGP avec Barack Obama. Pour l'anecdote, je travaillais à l'époque à la Chambre des communes et donc j'ai été très abreuvée de ces sujets. Mais au même moment, en France, rappelez-vous la campagne de Ségolène Royal en 2007. Certains la prenaient pour une illuminée lorsqu'elle parlait de démocratie participative. Et même si on ne parlait pas encore de civic tech, pourtant, on voyait bien qu'il y avait une certaine conception de la démocratie qui était défendue, qui se voulait peut-être moins autoritaire, moins verticale, moins hiérarchique, plus ouverte, plus en phase avec la réalité des attentes de la société, s'inscrivant dans un progrès et dans une amélioration du fonctionnement des institutions, et donc partant quand même du constat que tout n'allait pas forcément si bien. Donc cette idée que les responsables politiques se satisfaisaient de l'état des lieux de la démocratie, il y a déjà 15 ans, en tout cas chez certains, ce n'était pas le cas, et cet agenda de l'amélioration démocratique, il a été porté par les sociodémocrates, s'il fallait résumer la famille politique. Le titre de l'intitulé de la soirée ce soir, c'est instrumentalisation ou révolution. D'emblée, je vous le dis, moi je pense que c'est ni l'un ni l'autre. En tout cas, il faut souhaiter que ça ne soit ni l'un ni l'autre. C'est une opinion personnelle que j'exprime. Pourquoi pas instrumentalisation? Cyril l'a expliqué. Il faut donner des garanties avant la mise en place d'une consultation citoyenne, notamment des garanties très techniques dans le paramétrage de la plateforme, et j'y reviendrai, qui montrent que c'est un exercice qui, au fond, est sincère et qu'au fond, il y a une volonté d'élargir le débat politique aux citoyens dont il sera tenu compte au moment de la décision politique finale. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai oublié. Instrumentalisation et pas révolution, parce que très franchement, excusez-moi, j'en ai été longue, pas révolution, parce que si c'était une révolution, on mettrait des hackers sur les plateformes numériques qui foutraient en l'air, pas forcément bien intentionnés, qui foutraient en l'air les systèmes d'information des institutions de la République. On irait dans la rue et on ferait la révolution comme elle a déjà eu lieu en 1789. Or, ici, on s'inscrit dans un processus qui est soit de la démocratie directe, et de la démocratie directe, ça peut être des jurys citoyens, comme la Convention citoyenne sur le climat, ça peut être des pétitions citoyennes, ça peut être des budgets participatifs. Vous avez été nombreux à
à y contribuer. Moi, j'ai voté il n'y a pas longtemps à Paris pour les projets que j'avais envie de voir financer l'année prochaine. Et puis, ça peut être de la démocratie représentative améliorée grâce à la contribution des citoyens. Pardon, j'étais un peu longue, je voulais rappeler ce cadre à la fois politique et théorique parce que c'est dans cela qu'on se situe ici. C'est une transformation, pas une instrumentalisation, pas une révolution, c'est une transformation de la démocratie représentative pour améliorer les processus avec deux objectifs, les enrichir. Par exemple, un texte de loi, eh bien, il est meilleur, il est plus riche dans son contenu, il a plus tenu compte des attentes des citoyens à la fin qu'au début. Et puis, pour rendre cette décision politique plus légitime. Plus légitime grâce à quoi? Grâce notamment à la transparence du processus. Et quand c'est transparent du début à la fin, qu'on connaît par exemple le contenu des propositions qui sont poussées par les lobbies, quels sont les intérêts défendus par certaines organisations représentatives, eh bien cette transparence et le débat collectif sont garants d'une forme de légitimité nouvelle. Et ce n'est pas un hasard si la loi pour une république numérique, elle a été adoptée à l'unanimité et à l'Assemblée nationale, où c'était une majorité parlementaire qui soutenait le gouvernement de l'époque, et au Sénat. Et au Sénat, c'était l'opposition qui était majoritaire. Et pourtant, un consensus a été trouvé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce processus de consultation permet d'améliorer le contenu du texte pour permettre l'émergence de formes de consensus nouvelles. Et c'est ce qui s'est passé de manière très expérimentale et très imparfaite. Et il y aurait plein de choses à améliorer et il y aurait plein de leçons à tirer lors de cet exercice de consultation citoyenne autour de la loi pour une république numérique. J'en viens directement à la question de qu'est-ce que ça veut dire pour un responsable politique, notamment dans le niveau de prise de risque. Très concrètement, ça veut dire que le Premier ministre me dit « Écoute Axel, ton idée là, elle est intéressante. Tu as mon appui au sens où vas-y, avec très 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 peu de moyens, lance-toi, essaie, puis si ça marche, on te soutiendra. » Donc ça, c'est un peu comme la manière dont je l'ai vécu, au point où j'ai... Alors oui, j'avais le soutien du Premier ministre et non, ça n'aurait pas pu se faire sans lui. En revanche, j'ai regretté que cette prise de risque ne soit pas plus partagée par l'ensemble de mes collègues, parce qu'au fond, c'était un texte qui modifiait 17 codes. Le code de la famille, le code civil, le code pénal, le code des postes et télécommunications, etc. Donc ça aurait pu être une affaire du gouvernement. Ça aurait pu être un portage présidentiel, tant la manière d'écrire la loi était novatrice et tant la promesse démocratique était grande. Et ça n'a pas été le cas. C'est resté un texte un peu obscur, ou en tout cas technique, porté par une secrétaire d'État. C'est peut-être en revanche ce qui m'a permis d'avancer, parce que j'ai avancé sous le radar. Mais du coup, le niveau de prise de risque était très élevé et il était quand même, il faut le dire, assez personnel. Il fallait prendre des décisions très concrètes sur, par exemple, le paramétrage de la plateforme. Est-ce qu'on demande aux citoyens de voter pour sur Facebook ou contre le texte uniquement, ce qui peut s'apparenter à une forme de plébiscite ou de référendum pour les articles de la loi? Ou est-ce qu'on leur demande de dire s'ils ont un avis neutre? Et est-ce qu'on va plus loin en leur demandant leur avis? Si on leur demande leur avis, est-ce qu'ils postent simplement leurs commentaires sous l'article du projet de loi? Ou est-ce qu'ils peuvent aussi proposer un nouvel article? Ou proposer un amendement, donc une modification d'un article? Est-ce qu'ils peuvent réagir aux contributions des autres contributeurs? Ce qui signifie qu'il y a une forme de dialogue démocratique parallèle à l'interaction entre le gouvernement et les internautes qui peut se créer sur la plateforme. Et ça, est-ce que c'est encouragé par le responsable politique? Ça, c'est le genre de questions qu'on s'est posées à l'époque. Et je vais vous dire très franchement, on n'avait pas de réponse toute faite.
moi, si on me dit, oh là là, attention, parce que si l'article de loi, il reçoit 95% de votes négatifs, eh bien, ça veut dire que cet article est très, très contesté, mais sur quelle base, avec quelle représentativité? Et donc, est-ce qu'on le retire ou pas? Est-ce qu'il faut créer une corbeille, une poubelle permettant de modérer les avis? Vous savez que c'est un très grand débat en ce moment, la modération des contenus en ligne, sur les réseaux sociaux notamment. On lit toutes sortes d'horreurs, il y a beaucoup d'attaques, il y a une violence verbale inouïe. Quel niveau de risque on prend lorsqu'on ouvre une plateforme d'écriture d'un projet de loi du gouvernement à tout le monde? Est-ce qu'on assume ce risque et donc, est-ce qu'on fait de la modération transparente? Est-ce que les contenus qui sont illicites ou qui sont absolument inacceptables au regard de l'ordre social doivent apparaître à l'ensemble des participants et des citoyens ou pas? Ça, très franchement, sont des questions concrètes qui se sont posées. Et pourquoi Cyril dit qu'on est allé à peu près au bout de l'exercice à l'époque? C'est parce que je crois qu'on a pris les risques maximaux. Je crois qu'on a fait des arbitrages dans ces décisions compliquées qui toujours étaient du côté de la prise de risque en disant tant qu'à jouer le jeu, tant qu'à se lancer dans cet exercice, allons jusqu'au bout. Mais à une condition, j'en terminerai là, c'est que la promesse initiale soit très claire et soit tenue. Ce n'est pas une promesse consistant à dire aux participants tout ce que vous allez écrire va entrer dans le texte. C'est impossible. Il y a eu 137 000 visiteurs uniques sur le site, il y a eu plus de 21 000 contributeurs écrits, il y a eu plus de 8 000 contributions très très riches en contenu. À la fin, il y a eu 90 articles qui ont été modifiés par les contributions des citoyens. On ne peut pas dire on va tenir compte de tout ça. Quelle est la place du responsable politique légitimement élu? Non. En revanche, de dire nous allons prendre connaissance de l'ensemble des contributions et nous allons répondre aux contributions les plus votées par les participants. Ça, c'était une promesse et elle a été tenue. Donc, le gouvernement a répondu par écrit à plus de 200 des propositions qui avaient été les plus soutenues par le vote sur la plateforme citoyenne. Donc cette promesse initiale qui est de dire il y a un véhicule législatif, on s'est totalement assuré que le texte est inscrit à l'ordre du jour des débats au Parlement. Si vous contribuez, ça ne sera pas pour rien, parce que voilà la sortie, voilà l'objet politique de sortie de cet exercice, et de dire, et nous nous engageons à répondre et à justifier notre réponse. Si nous ne sommes pas d'accord avec les contributions les plus votées, il faudra expliquer pourquoi. Moi, je crois que cette double condition, elle est absolument clé dans le fait de garantir la non-instrumentalisation de l'exercice. Et donc, je suis un peu inquiète lorsque je vois que dans la salle, la grande majorité d'entre vous estiment que ces consultations citoyennes, ce sont des instrumentalisations d'emblée, de facto. Non, ça dépend. Et ça dépend des choix qui sont faits pour paramétrer et pour animer la plateforme. Ça dépend aussi des suites qui sont données, des réponses oui, une loi oui, mais pas que, et peut-être qu'on y reviendra plus tard. Je voudrais laisser, effectivement, merci beaucoup. Je voudrais laisser Tatiana réagir, d'abord librement, peut-être qu'il y a un point ou un autre sur lesquels vous avez envie de réagir, de donner un point de vue ou peut-être d'apporter un complément. Donc là, je vous laisse la parole libre là-dessus. Merci Valérie, bonsoir à toutes et à tous. Merci de l'invitation du coup à participer à ce débat. Sachant que je vais un petit peu pousser Valérie sous le bus et dire qu'on m'a quand même demandé d'apporter une approche critique, mais que, que je vais essayer d'y aller doucement. J'interviens aujourd'hui au nom de Décider Ensemble, donc c'est une association qui
qui promeut la culture de la participation, et c'est un peu à partir de ce rôle-là que je voulais intervenir et revenir un peu sur ce qui a été dit. Effectivement, on a vu une généralisation, en fait, je pense qu'on peut le dire aujourd'hui, des consultations sur les projets de loi notamment, à travers des plateformes numériques. Et on a aussi vu quand même beaucoup de déceptions sur ce que ça permet d'obtenir. Donc l'idée que je voulais faire passer, c'est qu'en fait, on se situe quand même sur le temps long, et même si on a un certain nombre de déceptions, on peut quand même se dire qu'un bout de chemin a été parcouru, tout en remettant en question quel bout de chemin. Aujourd'hui, on est quand même face à une situation de crise démocratique, dont on a beaucoup parlé, où on a une perte de confiance envers les institutions, envers les médias, mais aussi, et c'est très important, le manque de prise en compte des avis des citoyens les plus défavorisés, avec des inégalités sociales et économiques qui augmentent de manière constante, et avec des enjeux notamment environnementaux qui n'ont aujourd'hui pas trouvé de réponse. Donc au-delà de la crise démocratique, il faut vraiment le replacer dans ce contexte-là. Et dans ce contexte-là, la démocratie participative, c'est pas simplement une affaire d'outils ou de consultations ponctuelles. Comme on le disait tout à l'heure, il faut profondément transformer notre système démocratique et redonner une voix à celles qui n'en ont pas, celles et ceux qui n'en ont pas. Mais aussi rappeler effectivement l'importance des institutions démocratiques et leur recréer une légitimité, leur refonder en tout cas leur légitimité, parce que face à la tentation, voire à la tendance autoritaire qu'on observe, c'est pas forcément l'idéal de jeter le bébé avec l'eau du bain. Ensuite, une chose que je voulais dire quand même, c'est que la démocratie participative se fonde sur un double postulat. Le premier, c'est celui d'une expertise des citoyens qui justifie en fait qu'on leur donne une voix, qui justifie qu'ils participent et qu'ils soient amenés à donner leur avis. Et le deuxième postulat, c'est celui du pouvoir de la délibération. C'est de dire qu'on va prendre de meilleures décisions quand on discute, quand on change d'avis, de position, et qu'à la fin, on arrive à une meilleure décision, à de nouvelles idées. Donc chaque consultation dont on parle, il va falloir la réfléchir non seulement pour elle-même, mais aussi dans sa contribution au développement d'une culture participative. Dans quelle mesure, en fait, elle met en place des normes, des modes d'action, une habitude de comment on participe, qui du coup va en fait jouer sur les années à venir. Et là, pour le coup, les critères qu'on peut utiliser pour évaluer une consultation numérique sont les mêmes que pour une consultation en présentiel. On a beaucoup parlé de l'impact sur la décision publique. On pourrait aussi parler de l'impact sur les citoyens. Le fait de participer à ce type de consultation, ça a un impact sur la compétence politique des citoyens, sur la manière dont ils se sentent légitimes ou pas à participer, sur la manière dont ils sentent que leur avis a été pris en compte ou pas, et donc que ce qu'ils disent est important et que donc il faudrait qu'ils participent plus. Il y a quand même un certain nombre de points spécifiques au numérique. Le premier, c'est celui de l'information. Je pense qu'on le sait tous, l'information, c'est un enjeu de pouvoir. Et du coup, en fait, avec le numérique, on a quand même un certain nombre d'opportunités pour de la transparence, pour avoir une traçabilité des processus et des décisions. Ensuite, chaque dispositif de participation numérique a la particularité quand même qu'il va rendre possible certaines choses et en empêcher d'autres. Comme disait Laurence Lessig, le code, c'est la loi. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez défini un certain nombre de fonctionnalités, vous allez cadrer la manière dont les citoyens participent. Et enfin, il faut quand même remarquer que l'un des enjeux, comme on disait, des inégalités aujourd'hui, c'est aussi que l'enjeu de ces démarches participatives, c'est l'inclusion. Si vous avez des démarches qui sont inégalitaires aussi, ça n'a aucun sens de les faire. Enfin, à mon avis, bien sûr. Et donc ça suppose en fait que les participants à ces consultations aient la confiance que ce qu'ils vont dire, ça va être valorisé, c'est légitime, c'est important à dire. Et cette compétence-là, cette confiance-là, elle est très inégalement répartie, et je vous laisse deviner, mais en gros, elle est quand même beaucoup plus présente quand on est dans une situation favorisée que quand on est dans une situation défavorisée. Et du coup, avec les outils numériques, on se retrouve avec une difficulté d'expression qui existe, une tendance à s'auto-censurer de la part des classes populaires, par exemple. En plus, parfois une difficulté à s'exprimer à l'écrit. C'est pas la même chose de s'exprimer à l'écrit qu'à l'oral. Et puis en plus, parfois, une difficulté à maîtriser les outils numériques. Donc le numérique crée quand même un certain nombre de questions en plus de la démocratie participative traditionnelle. Donc après, à partir de ces premières réflexions et d'avoir posé ça, comment est-ce qu'on peut revenir sur les consultations qui ont eu lieu? Bon, finalement, Cyril Lage n'a pas parlé du grand débat. C'est un peu dommage. Je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Mais toutes ces consultations qu'on a vues passer, et notamment la plus emblématique qui était le grand débat, comment est-ce qu'on peut l'évaluer au regard de ces critères-là? D'abord, il faut quand même dire que l'impact sur l'action publique est loin d'être garanti dans ces consultations, voire n'existe pas. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il n'y a aucune des consultations qu'on a vues aujourd'hui qui a mené à une prise en compte directe de la contribution des citoyens. Évidemment, on peut dire qu'on a répondu, dans le meilleur des cas, dans le cas de la loi République numérique, aux citoyens en leur disant comment on avait pris en compte ou non leur contribution. Dans le cas du grand débat, on a eu une synthèse
mais qui a créé un certain nombre de nouveaux problèmes parce que la synthèse a été réalisée avec des logiciels qui sont opaques, qui s'appuient sur une intelligence artificielle qui traite le langage. Et tous les chercheurs en traitement du langage vous diront qu'en fait, il y a un certain nombre de choix qui sont faits au moment où vous allez analyser le texte. Et si vous ne mettez pas en transparence ces choix-là, vous ne pouvez pas en fait savoir comment a été construite la synthèse. Et là, malheureusement, on n'a pas eu cette mise en transparence pour le grand débat. Donc il y a effectivement une augmentation de la transparence des contributions. On sait qui a dit quoi, dans le meilleur des cas. Enfin, qui non, mais on sait ce qui a été dit. Mais par contre, on ne sait pas du tout comment ça a été pris en compte par le gouvernement ou par le décideur. Et donc cet aspect-là de la transparence, quand même, il reste à travailler. Ensuite, si on s'interroge sur la dimension délibérative des expérimentations, on est quand même assez loin du compte. Vous parliez tout à l'heure de l'importance de faire interagir les citoyens pour aller vers cette délibération. Alors, dans le cadre du grand débat, pour des choix politiques, ça n'a pas du tout été permis. Vous ne pouviez pas interagir avec les gens, vous pouviez répondre à un questionnaire, donner des contributions, mais pas du tout réagir sur ce que disaient les autres contributeurs. Et si on va vraiment faire ça, c'est-à-dire dire aux gens, voilà, vous allez nous donner votre avis de manière purement individuelle, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas un sondage ? Parce qu'en fait, un sondage, c'est quand même basé sur un certain nombre de critères qui font que le sondage est représentatif. Et ça, c'est le troisième grand point qui pose problème avec les consultations numériques aujourd'hui, c'est qu'elles ne sont pas représentatives. Et donc, on a un peu l'impression qu'elles sont utilisées au pire comme opération de communication, au mieux comme opération de construction d'avis et de la loi, mais que leur légitimité, elle ne dérive que de leur existence. C'est-à-dire, on a fait un processus participatif, donc la décision est légitime. Voilà. Bon. Qui a participé derrière, ça, on ne se pose pas trop la question, parce qu'on n'ose pas demander les... Enfin voilà, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Pourquoi est-ce qu'on ne demande pas qui a participé, même si pour le coup, la loi sur la République numérique, vous aviez fait une enquête de satisfaction a posteriori qui a donné quand même quelques éléments. Et il y a vraiment deux gros risques à abandonner cette idée de la représentativité, à postuler en fait qu'on va juste avoir une diversité d'idées et que qui parle, qui est derrière les propos, importe peu. Alors forcément, venant d'une sociologue, ça ne va pas vous choquer, mais c'est très important qui parle. Et du coup, si on abandonne l'idée de la représentativité, on abandonne en fait l'idée de représenter les catégories les plus défavorisées, qui sont celles qui s'expriment le moins. Et on ne sait pas dans quelle mesure elles se sont peu exprimées pour aller les chercher autrement et aller les représenter autrement. La deuxième chose qu'on abandonne, c'est l'idée d'une responsabilité à représenter tous les citoyens, parce qu'en fait, on va se dire, l'outil existe, si vous ne vous êtes pas exprimé, c'est votre responsabilité, votre problème. Et en fait, ça c'est vraiment une grosse remise en question de ce qui existait dans la démocratie participative jusqu'ici, qui était de dire il faut justement avoir cet objectif d'inclusion et aller chercher les citoyens. Alors qu'avec le numérique, on peut se dire on va faire une jolie plateforme, ça va être super, et ça va un peu nous régler le problème sans qu'on ait trop de coûts derrière, quoi. Et enfin, il faut vraiment décider ce qu'on demande aux citoyens. C'est-à-dire que si on lui demande d'exprimer des préférences par des votes, dans ce cas-là, faisons un sondage. Très clairement. Et après, on se posera la question de comment est-ce qu'on va répondre quand le sondage n'est pas dans le bon sens par rapport à ce qu'on attendait. Et ça, c'est vraiment la responsabilité du représentant. Si on lui demande de fournir des nouvelles idées et des nouvelles solutions, alors là, il faut vraiment prendre au sérieux le fait qu'il faut une délibération, une construction collective des avis. Et pour l'instant, on n'en est pas encore là dans les consultations qui ont lieu à une échelle nationale. Donc ça, c'est vraiment l'enjeu aussi de consultations qui sont construites dans l'urgence avec l'idée de répondre à un objectif politique et pas un objectif proprement démocratique. Et je voulais conclure par deux petits commentaires qui sont un peu plus spécifiques à ce soir. Le premier, c'est que je pense qu'il faut faire évoluer la manière dont on pense la redevabilité ou la reddition de comptes. C'est vrai qu'aujourd'hui, on insère cette redevabilité dans un discours qui est très critique envers l'État, envers les institutions, y compris les collectivités locales. Et en fait, c'est un discours qui va dire que l'État, les institutions publiques ne sont pas efficaces et ne sont pas légitimes parce qu'elles ne représentent plus l'intérêt général. Et c'est pas anodin que le mouvement de l'OpenGov soit issu quand même du gouvernement d'Obama et issu d'un contexte quand même très libéral, où pour le coup, l'idée, c'est que l'État devrait fonctionner un petit peu selon des normes qui sont issues du monde de l'entreprise. Et c'est ce qu'on essaye aujourd'hui de calquer sur le gouvernement. Mais l'État, ce n'est pas une entreprise, n'en déplaise à certains, et donc ne peut pas répondre aux mêmes indicateurs. Alors pourquoi est-ce qu'on ne se pose pas les mêmes questions? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le même plaidoyer, y compris de la part des civic tech, pour une transparence du côté des entreprises? Pourquoi est-ce qu'on ne demande pas aux entreprises d'ouvrir leur bilan comptable? Quand on veut lutter contre la corruption, on pourrait tout à fait demander aux entreprises d'ouvrir notamment tous les comptes qui viennent de ce qu'elles reçoivent de l'État, de ce qu'elles reçoivent à chaque fois, qu'elles répondent à un marché public, qu'elles font autre chose.
Il y a un projet d'ailleurs qui s'appelle Open Corporate Facts, je vous encourage à aller jeter un coup d'œil. C'est vraiment très intéressant de voir comment est-ce qu'on peut aller chercher les données comptables et ensuite les mettre en lisibilité. Et le deuxième et un peu le dernier commentaire, c'est sur le rôle du prestataire, ici Cap Collectif, peut-être Roland Berger, même si vous n'intervenez pas à ce titre-là. On peut en gros avoir deux positions ou opinions sur le rôle du prestataire. Le premier, c'est que c'est un prestataire, donc il est dépendant d'une commande et qu'il ne peut rien faire. C'est-à-dire qu'il va être obligé de mettre en place ce que demande le gouvernement ou le commanditaire, et il va avoir une influence marginale. Mais on est quand même ici, on parle de civic tech, donc on parle d'entreprises qui se disent engagées, qui se disent vraiment vouloir transformer le système. Donc on va considérer un deuxième cas, qui est que le prestataire a un certain pouvoir. Alors je m'adresse à Cap Collectif parce que c'est quand même aujourd'hui, il faut le savoir, le leader du marché. Donc il y a aussi un rôle d'exemple à jouer. Et on peut considérer qu'il a la responsabilité de ne travailler que lorsque les conditions qu'il énonce sont respectées. Et comment est-ce qu'on tient dans ce cas-là ce type de position ou pas ? Et ensuite, on peut considérer qu'un prestataire qui fournit un outil numérique peut inscrire certaines obligations dans son code. Alors, au-delà de l'open source qui permet en fait d'ouvrir le code et donc d'avoir une forme de transparence plus radicale sur comment l'outil est mis en œuvre et ensuite vérifier comment l'information est catégorisée, quelles sont les actions qui sont permises ou non. Plus largement, on peut se dire qu'il devrait y avoir des fonctionnalités de base, comme par exemple la transparence, l'ouverture des données, le contrôle en fait de qui participe, etc., qui ne seraient pas modifiables et que vous pourriez imposer à vos commanditaires à chaque fois. Non, mais c'est une possibilité quand même de se poser la question de quelle influence vous allez réellement avoir. Donc voilà, c'était un petit peu les questions que je voulais vous poser. Je vais vous demander de faire peut-être des réponses courtes maintenant aux questions qu'on va aborder. Je vais te laisser réagir, Cyril, mais en même temps, il y a une question que je veux poser parce que tu n'as pas abordé le sujet tout à l'heure sur le grand débat national. Quand on parle des paramétrages de la plateforme, et Tatiana y a fait référence tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu un débat sur la façon dont la plateforme avait été paramétrée pour le grand débat national, en particulier cette affaire des questionnaires où on n'a pas ouvert des contributions libres, on n'a pas dit aux gens venez nous dire ce que vous pensez d'un certain nombre de sujets, peut-être même des sujets dont vous avez envie de nous parler, mais qui ne sont pourtant pas mis en discussion par le gouvernement. On a déterminé un certain nombre de sujets et le gouvernement a mis en ligne des questionnaires avec des questions pour la plupart fermées. Et qui donc, les questions elles-mêmes induisaient, cadraient en tout cas la discussion et cadraient la parole des contributeurs. Donc je pose la question à Cyril, des raisons pour lesquelles c'est cette fonctionnalité-là qui a été choisie, et en quoi voilà, ça influence et ça engage un projet politique qui n'est pas exactement le même que si on avait ouvert les contributions libres. En fait, c'est un mystère pour personne, je crois, cette affaire. Au départ, c'est la CNDP qui était chargée d'opérer ce grand débat national. La CNDP. La Commission nationale du débat public. Et on était toute une série de prestataires, puisqu'on n'est pas les seuls dans cette affaire. Et on était tous en phase sur le processus qu'il fallait mettre en place pour opérer le grand débat national. Et puis, est arrivée la démission de Chantal Jouanneau, suite à des polémiques sur son salaire, je crois que c'était ça. Et donc le grand débat national a été repris en main avec le gouvernement. Et c'est là où ça devient particulièrement intéressant, parce que quand Tatiana me dit qu'en tant que prestataire, je devrais refuser des missions qui ne respecteraient pas des règles, ça supposerait qu'effectivement les règles soient déjà définies et que quelqu'un détienne la vérité sur la façon d'opérer des processus participatifs. Comme j'ai essayé de le montrer tout à l'heure, on a fait 750 projets et je pense que dans 15 ans, je continuerai à en apprendre et je pense qu'on ne tient pas encore la clé de la recette. Et tout ça pour vous dire que chacun de nos interlocuteurs, c'est la même chose en fait. On passe notre temps à se battre, et je le disais, contre nos clients. Axel en a parlé un peu tout à l'heure. Pour nous, c'est la routine en fait. Quand on arrive devant un client, on arrive avec 6 ans d'expérience, 750 projets, des millions de contributions. On sait ce qui marche, on sait ce qui ne marche pas. Et en permanence, on doit dire à nos clients, mais non, ça marche, ça marche pas, mais non, si vous faites ça, ça va pas aller, etc. Et sur le grand débat national, quand le gouvernement a repris la main, eh bien, il s'est pas senti dans le devoir de reprendre un processus qui avait été fait sans lui. Et ils avaient une vision radicalement différente de celle qui avait été celle de la CNDP et des prestataires qui avaient travaillé avec eux. Et pour le coup, pour moi,
je ne sais pas si j'étais bien clair tout à l'heure, mais quand je disais qu'il n'y a pas une, mais des modalités de participation, le grand débat national, alors déjà, moi, je trouve personnellement que le nom n'est pas terrible, hein, grand débat, ce que je l'ai dit tout à l'heure. Pour moi, un débat, alors c'est sympa, on est en train d'en faire un, mais il n'y a pas de décision qui va être prise à la fin. On n'est pas dans une telle perspective. Mais je le rappelle, un processus de décision, le cycle d'élaboration des politiques publiques commence par une étape de priorisation. Et ce que voulait faire le gouvernement ici, ce n'était pas co-construire, qu'on avait pu le faire avec Axel Lemaire, une politique publique, une loi, mais celle d'avoir un temps d'écoute généralisé de l'ensemble de la société française. Je ne vous cache pas qu'au début, j'étais moyennement convaincu. Mais il y avait aussi un certain nombre d'impératifs et de pressions qui montaient des médias sur le fait de savoir si ce grand débat allait être un succès d'audience ou pas un succès d'audience. Et nous, ce qu'on sait, c'est qu'en fonction des modalités participatives que vous allez choisir, vous avez un impact énorme sur ce qu'on appelle le taux de transformation. Vous avez 100 personnes qui viennent sur une plateforme Capco. En fonction du type de projet que vous allez choisir, on sait vous dire globalement quel est le seuil de difficulté, hein, ce qu'évoquait Tatiana tout à l'heure en fonction des différents publics, et quels sont ceux qui vont faire le meilleur taux de transformation. Il y avait cet enjeu, enfin, il ne faut pas se le cacher, je pense que personne n'est dupe de ça, pour le gouvernement qui ne pouvait pas, dans cette période post-Gilets jaunes, en fait, de réponse à la crise des Gilets jaunes, se permettre un processus haut niveau, parce que honnêtement, ce qu'on avait prévu avec Res Publica, avec l'ensemble des gens avec qui on est habitué à bosser, c'était vraiment quelque chose qui ambitionnait, là aussi, de pousser l'état de l'art très loin. Ça n'a pas rencontré l'assentiment du gouvernement, mais là encore, et un point sur lequel je suis d'accord avec Tatiana, et c'est mon image du pont, on est sur un temps long. Moi, j'ai entendu pas mal d'horreurs, y compris de mes plus proches on va dire, amis sur le grand débat, sur le fait, certains m'ont dit qu'on allait nuire pour les 10 prochaines années à la participation citoyenne. Et moi, je constate que depuis que le grand débat s'est fait, avec toutes les limites, tous les défauts qui ont été dits, que ça a encore contribué à la crédibilisation d'un changement, un changement de modèle. Ce que tu disais tout à l'heure pour Obama, on est encore dans cette acculturation. Et il y a quand même aussi autre chose dans cette affaire, la problématique qui a été soulevée, qui est celle du traitement de la donnée. Personne n'en parle jamais de ce sujet-là. Encore une fois, ma question de départ était pour quelles raisons on met des questionnaires en ligne. Donc tu ne m'as pas fait de réponse directement, mais il y a eu un choix de paramétrage, un choix de fonctionnalité qui a été très controversé sur le grand débat national. Notre application de consultation qui avait été prévue d'être utilisée à l'origine par la CNDP s'inscrivait dans la co-construction d'une politique publique et nécessitait, je l'ai expliqué tout à l'heure, de toute façon d'avoir des propositions initiales. Donc c'était déjà compliqué, puisque ce n'était pas ce que voulait le gouvernement. Déjà, dans la recette du gouvernement, le gouvernement ne voulait pas mettre un projet de loi, mettre une politique publique, il voulait avoir un temps d'écoute des citoyens. Donc assez logiquement, cette application de consultation, qui est la nôtre, et les médias en ont parlé en disant « mais comment ça se fait, la plateforme de Cap Collectif a été dégradée par le gouvernement ». Non, absolument, elle n'a pas été dégradée. Ils ont fait un choix d'application différente. Et ils ont utilisé, logiquement, l'application qui était dédiée à l'usage qu'ils voulaient faire. La question en réalité qui se pose, c'est est-ce qu'ils ont vu juste dans l'usage qu'ils ont voulu faire du grand débat? Est-ce qu'ils auraient dû, au lieu de faire un temps d'écoute, qu'ils voulaient massif et le plus large possible, ce qu'ils ont réussi, auraient-ils dû faire un processus beaucoup plus qualitatif, mais qui, là, c'est l'abattage en termes de volume, et on aurait fait 4, 5 fois moins de participants. Voilà, c'est ce que je voulais t'amener à préciser, c'est-à-dire qu'effectivement, les questionnaires en ligne, ça a permis de générer 2 millions de contributions, là où des contributions libres, des propositions de contributions libres auraient généré 400 ou 500 000 contributions. C'est ça que tu es en train de dire? Oui, c'est sûr et certain. Mais de toute façon, et encore et toujours, cette application, elle est dédiée à co-construire des décisions à partir du moment où on a un minimum, un draft et des éléments d'analyse. On aurait opéré le processus tel qu'on l'avait prévu. Je vous dis ce qui serait passé et qui se passe avec certains de nos clients qui font du civic washing. Ils nous livrent des propositions qui n'ont aucun sens. C'est-à-dire qu'ils se plient à l'exercice, et nous donnent des propositions qui n'ont pas de portée parce qu'elles n'ont pas de relation avec une décision, parce que la décision est absente. Donc ceux qui ont défendu l'idée que le gouvernement aurait dû utiliser notre application de consultation, moi personnellement, je ne la partage pas. À partir du moment où on est face à un commanditaire qui dit « moi, je suis à une étape où je dois définir les attentes, trouver des priorités », c'est une démarche d'idéation. En réalité, ils auraient
pas dû faire les questionnaires comme ça, parce qu'en fait, ils n'ont pas fait des questionnaires, ils n'ont pas utilisé notre application de consultation, ils ont utilisé notre application de boîte à idées, dont ils ont fait un paramétrage en système de questionnaire. Donc la plateforme a énormément de possibilités de paramétrage, et ils l'ont utilisé comme ça. Moi, je pense qu'ils auraient dû l'utiliser tel, par exemple, qu'on l'a utilisé pour les Gilets jaunes à La Réunion, qui nous ont contactés, pareil, en période de Gilets jaunes, nous disaient, toute l'île est bloquée, mais par contre, chacun se réunit sur son petit rond-point et on n'arrive pas à mettre en réseau les propositions. Ils nous ont demandé de l'aide, on leur a mis gratuitement à disposition de la plateforme, je leur ai expliqué les méthodologies, et là, pour le coup, je n'ai pas eu à me battre contre eux. Ils ont immédiatement adopté la méthodologie qu'on a proposée, ils ont utilisé la boîte à idées, et en quelques jours, il y a 5, 6, 7 000 personnes, je ne sais plus exactement, qui sont venues sur cette plateforme, et tour à tour, qui ont mis leurs idées. Ensuite, ils ont pu faire un traitement de ces idées, et pouvoir dire, sur l'ensemble des ronds-points, des revendications qu'on a, voilà ce qui remonte le plus, et alors le plus, et aussi le moins, parce que, là où je suis d'accord avec Tatiana aussi, on a un gros problème aujourd'hui dans le traitement des données. Le problème, c'est pas l'histoire boîte noire, machin, etc. C'est tout simplement qu'aujourd'hui, les outils fonctionnent tous selon le même modèle parce qu'ils n'ont pas le niveau de maturité sur le système des occurrences. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous définissez un nombre à partir duquel on va exclure tous les contenus qui apparaissent pas au moins égal à ce nombre. Donc généralement, c'est autour de 40 occurrences. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui est original, marginal, disruptif, innovant, c'est structurellement éliminé parce que ces outils n'ont pas plus aujourd'hui de capacité que de vous donner un sens général d'un corpus. Ils ne sont pas capables de descendre dans le niveau de profondeur. Donc qu'ils soient boîte noire, fermée, ouvert, etc., ça change rien. Les techniques de Tal, pour celui qui les connaît, on vient de déposer, nous, un dossier pour monter un projet de R&D sur le sujet parce que c'est un enjeu du futur, de pouvoir être en capacité de restituer à un décideur, parce qu'Axel, je pense que pas un secret, je pense que tu n'as pas lu les 20 000 contributions des citoyens et que tu as donc besoin de ton équipe, tu as besoin que quelqu'un fasse ce travail de façon intègre et avec la confiance. Et en fait, il est là l'élément décisif. C'est comment est-ce que cet outil qui est le canal de collecte de votre parole est à un moment donné opéré par quelqu'un pour aller voir le décideur et lui dire, bon écoute, là ça va pas du tout, tiens ça c'est original, ça c'est intéressant. Et tout l'enjeu pour le futur de la Civic Tech réellement se situe là. On a passé toutes les étapes de construction des dispositifs, des différentes modalités. Bon, il y a le problème d'acculturation, mais pour l'enjeu, quand bien même tous les décideurs seraient aussi convaincus qu'Axel Lemaire, on a un problème. On a un vrai problème aujourd'hui d'outils. Nous, chez Capco, on fait toutes les synthèses à la main. Ce sont des gens qui lisent, qui catégorisent, qui classent la totalité des contenus. Mais on n'est pas capable, en fonction des volumes et des délais, de traiter des corpus comme le grand débat avec 2 millions de contributions. Donc ça, c'est un véritable enjeu de futur. Bon, il y a plein de questions qu'on pourrait... Mais je préfère que vous les posiez vous-même. Il nous reste 35 minutes, un peu plus de 35 minutes. Donc voilà, on vous laisse la parole maintenant. À 21h, on arrête, effectivement. Oui, si j'ai bien compris, en fait, c'est une question qui précise ce qui a été dit. C'est vous avez fourni, si j'ai bien compris, la plateforme pour le vrai débat des Gilets jaunes. Quelle est la différence de travail avec eux par rapport au gouvernement? C'est différent. C'est différent. Ça a été très sympa au début. C'est devenu très pénible à la fin. Très sympa parce qu'il n'y a pas cette relation... limite, elle était inversée. C'est-à-dire que le gouvernement, quand on travaille avec des décideurs politiques, c'est eux les patrons, et puis nous, on est le prestataire, et puis il faut, si ce n'est obéir, en tout cas, suivre les consignes. Avec les Gilets jaunes, c'était systématiquement cette relation où les gens étaient dans une extrême modestie, en disant « mais nous, on ne sait pas, dites-nous, machin, etc. » Donc on a pu avoir vraiment un travail qualitatif avec eux, mais le problème, c'est que leur mouvement, il est, je ne sais pas ce qu'il faut dire, empreint une paranoïa incroyable, en fait. Et que toutes les semaines, chacun de mes interlocuteurs disparaissaient, les uns après les autres, au point qu'à la fin, j'ai fini avec des interlocuteurs que je connaissais même plus, parce qu'ils s'étaient éliminés du groupe de gouvernance les uns avec les autres. Et surtout, eux avaient un autre problème, qui était inverse de celui du gouvernement, c'était la question de qui décide. Parce que moi, je passais leur temps à leur dire, OK, on va faire une consultation, très bien, vous avez des propositions initiales, très bien, parfait, on va y aller. Mais à un moment donné, quand on arrive au bout du chemin, vous allez faire la synthèse, et que vous allez mettre sur la table la diversité des positions, qui va trancher? Et finalement, et pour faire quoi, en fait?
Donc on s'est retrouvé, je dis, il y a eu la dimension humaine effectivement avec ce mouvement en fait et c'est vraiment ça le problème du mouvement des Gilets jaunes, ça a été cette paranoïa, mais au-delà de ça, d'une allergie au mécanisme de représentativité en fait, et à mon avis, ça les a réduits à l'impuissance. C'est qu'ils ont une telle hostilité au truc, ils veulent tellement être dans une démarche de démocratie totalement directe, décentralisée, etc., dont les outils et les modèles n'existent pas. Qui se sont totalement finalement paralysés. Et finalement, le vrai débat, je pense, n'a pas eu beaucoup plus finalement d'impact, enfin de résultats, et peut-être même probablement moins qu'en aura le grand débat. Je ne sais pas si c'était ça le fond de votre question. Mais... Est-ce que pour vous, la quadrature du net, mon député, l'écriture de... Transparency. Ouais, l'écriture de la Constitution en Islande, je crois, voire Wikileaks, est-ce que ça fait partie de la Civic Tech? Et sinon, je me souviens... Qui a envie de réagir à ça? Tatiana? Ça dépend comment vous définissez la Civic Tech. Je pose la question parce que... Ouais. Je pense que certains acteurs, type nos députés, nos sénateurs, la fabrique de la loi, qui sont développés par Regard Citoyen, étaient dans la Civic Tech au départ, au sens où aujourd'hui ils refusent ce mot-là, qui pour eux a été, comment dire ça, sali par le côté un peu marchand, enfin très marchand, qui caractérise la Civic Tech aujourd'hui. Parce qu'il y avait vraiment cet objectif de mettre en transparence l'action gouvernementale et puis de permettre une interpellation, une action des citoyens. Après, sur ce qui est Wikileaks, c'est clairement une opération de transparence aussi, avec un côté plus, enfin on va dire moins participatif, moins en interaction directe avec le politique, ce qui n'est pas dire que c'est mieux ou moins bien, loin de là, mais par contre, que du coup on l'intègre pas en général dans la Civic Tech, il y a quand même cette dimension d'interaction avec le politique. Et pour le coup, la quadrature du net et tous les acteurs qui militent pour les libertés numériques jouent un rôle fondamental, pas directement sur la participation citoyenne, mais sur la préservation de la liberté d'expression, de la capacité de se mobiliser, se rassembler, etc. Donc ils jouent un rôle, on va dire, à côté, pas forcément dans la Civic Tech, mais ce sont des acteurs avec lesquels certains acteurs de la Civic Tech sont en interaction. Et sinon, je crois me souvenir que lors de la dernière... présidentielle, il y avait un des candidats qui avait parlé de lobby citoyen dans le cadre d'une 6e République. Peut-être réagir sur cette idée de 6e République, parce qu'en fait, à titre personnel, la conclusion que j'ai tirée de l'exercice de la loi République numérique, c'est que sans une réforme profonde des institutions, ces exercices vont rester forcément limités du fait du rôle limité du Parlement. Disons qu'on reste dans un cadre de démocratie représentative. Donc on n'est pas sur le modèle gilet jaune tel qu'il avait été revendiqué par certains au plus fort du mouvement. On reste dans un modèle de démocratie représentative. Aujourd'hui, on a un Parlement tellement affaibli, et dans le texte de la Constitution de la Ve République et dans la pratique politique des institutions, que la difficulté, c'est que, au final, c'est le gouvernement et c'est l'exécutif qui décide, et qui décide tout le temps. Et donc, faire entrer la parole citoyenne, appelons-le le lobby citoyen, dans ce fonctionnement institutionnel quasi figé, c'est quasiment impossible. Et donc, moi, je continue à penser que cet exercice de démocratie contributive en ligne, au moment de la loi République numérique, ça a été un laboratoire. Ça a été intéressant. Il y avait plein de choses à apprendre. Mais qu'au fond, c'était tellement une loupe sur un aspect de la prise de décision qui était l'écriture de la loi, que ça n'a pas suffi à modifier profondément tous les processus décisionnels et délibératifs qui sont au cœur des politiques publiques. Et donc, si c'est que l'écriture de la loi, je vais vous donner un exemple concret.
La plupart des contributions citoyennes, pendant cet exercice, on a dû les rejeter parce qu'elles n'entraient pas dans l'article 34 de la Constitution, qui est le champ législatif, le domaine de la loi. En fait, ce n'était pas à la loi de décider sur les sujets soulevés par les citoyens. Et donc, à partir de ce moment-là, il aurait fallu, pour y porter intérêt, les mettre dans d'autres catégories, de saisir le ministère de l'Éducation nationale, par exemple, et de dire la question des programmes éducatifs, c'est pas forcément dans la loi, en tout cas pas sur ce sujet très précis, etc., soulevé par un citoyen, mais c'est intéressant, faisons-en quelque chose. Cette question environnementale, il ne faut pas forcément, au sens de la Constitution, l'écrire dans un texte de loi, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut le mettre de côté. Et puis aussi, ce focus uniquement sur la loi fait qu'il n'y a pas un focus et il n'y a pas une transparence sur ce qui garantit l'exécution de la loi, qui sont encore d'autres textes qui arrivent après, qu'on appelle les décrets. Et tout le cadre réglementaire. Donc il y a la loi qui pose des principes généraux, et puis derrière, les administrations rédigent des décrets d'application. Et là, on retombe dans l'opacité totale et dans des mécanismes très traditionnels d'écriture. Et donc, et puis derrière, il n'y a pas d'évaluation. Donc derrière, en fait, on ne sait pas dire si l'impact des décisions politiques prises pour mettre en œuvre des politiques publiques, il est réel et il est positif ou il est négatif. Donc ce que je veux dire, c'est que si on veut mettre du lobby citoyen dans les processus de décision républicains, il faut le faire de bout en bout. Et dans l'état actuel de la Constitution, ce n'est pas possible. Donc en fait, si on veut aller au bout de la réflexion et de ce débat, la vraie question, c'est celle du cadre constitutionnel qui permettrait une véritable démocratie représentative renouvelée par la participation citoyenne. Et c'est pour ça que, typiquement, dans le cadre du grand débat, alors certains diront que c'était un sondage à QCM, question à choix multiples, géant, mais pas représentatif. Bon, c'est une vision très critique, mais pour ma part, je regrette que ça n'ait pas été l'occasion, ce d'autant plus que l'actualité politique l'aurait permis, de poser les termes de ce débat sur le cadre constitutionnel. Il y avait un projet de loi du gouvernement sur la réforme de la Constitution au cœur de la crise des Gilets jaunes. Très rapidement, les Gilets jaunes, dans leurs revendications, sont partis du social, des inégalités, et ont pas dévié, ont amplifié leurs revendications par la revendication démocratique, notamment autour du référendum d'initiative citoyenne. Ce grand débat, ces manifestations des Gilets jaunes ont quand même signifié massivement un immense besoin d'expression de la part des citoyens. Et ça, on n'en a rien fait. Donc pour moi, la prochaine question, elle est là. Au-delà des questions que vous posez, qui sont hyper légitimes sur la diversité, sur la représentativité, etc., comment ne pas être en adhésion avec le bien fondé de ces questions? Mais si on se situe dans la problématique d'aujourd'hui, dans le cadre constitutionnel actuel, avec les ressources limitées de l'État, qui sont des choix politiques, si on veut les contester, si on trouve qu'on devrait mettre plus de moyens à la démocratie contributive pour qu'il y ait plus d'ateliers physiques, pour qu'il y ait plus de réunions publiques dans les territoires, pour qu'il y ait plus de représentativité, donc d'éducation, donc de formation, donc d'accompagnement pour amener des citoyens plus éloignés de ces sujets numériques. C'est une question de moyens et de ressources financières. Aujourd'hui, ce n'est pas une priorité politique. Et donc, si on reste dans ce cadre-là, le mieux qu'on peut faire, ça sera imparfait au plan de la diversité et de la représentativité. Mais donc, qu'est-ce qu'on fait? La question, je suis d'accord avec la question, mais quelle est la réponse? Est-ce qu'on se satisfait de ce cadre? Est-ce qu'on essaie de l'améliorer à cadre constant? Est-ce qu'on fait la révolution? Ou est-ce qu'on transforme vers une nouvelle constitution? Une autre question?
Bonjour, merci. J'aurais une question pour Cyril Lage spécifiquement. C'est savoir, vous, pourquoi, quand on voit justement que vous avez parlé un petit peu des projets choisis spécifiquement de faire du coup une plateforme fermée et ne pas avoir recours justement à l'open data, open source, etc. Pourquoi vous êtes... Alors qu'il y en a certains qui défendent ce modèle, d'autres, comme vous et d'autres, qui sont partis du privé. Est-ce que vous pourriez éclairer là-dessus? Alors, comme je l'ai expliqué tout à l'heure en fin d'intervention, c'est que le développement d'une tech est quelque chose d'extrêmement difficile, coûteux. Nous, aujourd'hui, notre équipe technique, c'est 15 salariés. On a donc fait le choix de ne pas aller sur l'open source pour 2 raisons. Le premier, c'est une raison purement économique. Je crois qu'on est à 98% des éditeurs de logiciels dans le monde qui sont sur un modèle SaaS, enfin pas forcément modèle SaaS, mais modèle propriétaire, et qui rémunèrent leur travail par la commercialisation de la licence. Le deuxième, Tatiana le disait tout à l'heure sur la question, on est prestataire du gouvernement, on est prestataire de nos clients. Donc certes, le client décide. Le client peut nous donner des instructions. Sauf qu'on a un éditeur de logiciels. On n'est pas une ESS2I, on a un éditeur de logiciels. Axel peut aussi en témoigner sur République Numérique. Lorsqu'on nous fait une demande de modification du logiciel, on est souverain dans la gouvernance du logiciel. Alors, ça paraît peut-être pas beaucoup, mais en tout cas, c'est toujours plus que si on est open source. Si on est open source, il n'y a plus rien à demander. Il n'y a plus rien à demander. Quand on avait commencé à travailler ensemble avec Axel, s'était posé la question de, sur les articles du projet de loi, sur notre plateforme, on peut voter, je suis d'accord, je suis mitigé, je ne suis pas d'accord. Et il avait été envisagé par son CAB de retirer le bouton mitigé et pas d'accord, pour regarder que le bouton d'accord. En logique, plutôt like comme Facebook, etc. Et moi, j'ai dit, ben, non, en fait, enfin, non, c'est pas possible. On ne fera pas ça. Donc, c'est vraiment l'idée de vouloir gouverner notre outil. Tatiana l'a dit, je crois fondamentalement à ça, c'est que la façon dont les uns et les autres, on développe nos outils, on y met notre cœur et nos convictions dedans. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je ne veux pas lâcher. Je serais malade de voir ma tech mise en open source et qu'elle serve demain à être dévoyée par des gens qui vont vouloir spécifiquement faire de la communication. Sur un appel d'offres pour une grande métropole, par exemple, pour illustrer ça, on nous a dit « c'est super ce que vous faites, on a vachement envie de bosser avec vous », mais on a entendu dire que vous étiez dur de l'éthique. En commission d'appel d'offres, on nous dit ça. Et on dit « mais ça veut dire quoi ?» Ben, ça veut dire que si on vous demande des développements que vous ne voulez pas faire, vous ne céderez pas. Et c'est évident, en fait. Moi, je pense que la question, c'est pas, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure pour les outils, est-ce qu'il est propriétaire, est-ce qu'il est fermé, machin, etc. La question, c'est quel est l'impact qu'on a réellement, quel est l'impact, quelle est l'éthique, et elle se vérifie dans les projets qu'on mène. Je pense que le bilan de Cap Collectif, qui est une société avec un logiciel en code source fermé, n'a pas d'équivalent. Aucun équivalent, y compris même dans les techs, qu'elles soient les autres, les propriétaires open source, en termes d'impact de ce qu'on a pu réaliser et dans l'évolution des mentalités aujourd'hui. La contribution à quoi ? Mais moi, ce n'est pas une économie de la contribution. Nous, on développe une tech au service des décideurs, publics, privés. On travaille, je l'ai dit tout à l'heure, hein, des universités, des entreprises, des syndicats, dont les décideurs en haut se disent qu'ils doivent changer leur matrice de décision et ils doivent se raccrocher de la base au plus près. Nous, on est là pour fournir cette tech. On ne fait pas de commercialisation, enfin, pas d'économie de la contribution. Et en tout cas, encore une fois, est-ce que ça limite la participation ? Je ne le crois pas, en fait. À part les militants de l'open source qui passent leur temps à prêcher ça, les citoyens, eux, leur sujet, c'est pas Capco, c'est pas la techno. Leur sujet, c'est est-ce que le décideur en face, dont j'ai pas confiance et qui me propose de participer à une consultation, va tenir la promesse que cette consultation m'engage dans le projet. Et nos chiffres, et je les ai annoncés tout à l'heure, enfin, le montrent. Enfin, ce sont des millions de citoyens qui participent au projet organisé sur notre tech, donc ça ne semble pas être en tout cas un frein pour les citoyens. Peut-être un commentaire, Cyril, pour éclairer le débat, parce que je ne suis pas sûre que tout le monde comprenne SaaS, open source, code propriétaire, etc. Au fond, la question derrière cette discussion, c'est qui doit faire. Donc, est-ce qu'un décideur politique ou public qui se dit je vais lancer un processus de consultation citoyenne doit le faire seul
en se tournant par exemple vers son département informatique et en disant « Construisez-moi le site internet et toute l'architecture derrière pour assurer cette participation citoyenne en ligne », ou est-ce qu'il doit se tourner vers un prestataire, mais ce prestataire, il pourrait être une association. Si c'est une association qui ne recherche pas de profit, comment est-elle rémunérée? Comment se finance-t-elle? Ou est-ce que c'est une entreprise privée? Ce qui pose une autre question, qui est que, est-ce que ça veut dire qu'on sous-traite le traitement de la démocratie à un prestataire privé? Alors moi, de mon expérience, et encore une fois, qui est très ancrée dans la réalité de ce que j'ai vécu. De toute façon, la question, elle s'est même pas posée. Enfin, si, elle s'est posée, bien sûr, mais on n'avait pas tellement le choix de la réponse, parce qu'en fait, quand on a regardé autour de nous, et on était en 2014, il n'y avait personne qui savait faire ça, sauf une association à l'époque, donc c'était avant la création d'une société commerciale, qui avait la plateforme technique, et qui avait dit, nous, on n'a jamais fait à cette échelle, au niveau national. Il faut qu'on s'assure qu'on puisse assumer la charge en nombre de contributeurs. Ce n'est pas anodin d'un point de vue informatique, mais on peut essayer. Si on avait 3 semaines, vous n'imaginez pas le temps politique et sa précipitation, surtout quand on est contraint par un agenda parlementaire et qu'on sait que le texte, il va passer en première lecture à l'Assemblée nationale le 15 janvier, alors qu'on est au mois de septembre, avec tous les arbitrages, entre-temps, tous les procès. Voilà. Et donc, cette contrainte-là fait que, de toute façon, on n'a pas les ressources pour payer des développements en interne, on n'a pas le temps de le faire, et on n'a même pas l'expertise. Voilà. Donc ça, c'est la réalité aujourd'hui. J'ai parlé tout à l'heure du coût de la démocratie. Si un jour, le gouvernement, un État, l'État français, un autre, se dit « c'est un sujet trop important pour être laissé à un prestataire privé, on va développer les outils en interne », je pense que ça n'aiderait pas la participation citoyenne parce que la plupart des gens seraient très méfiants, parce qu'au fond, ils veulent une intermédiation. Ils font plus confiance à un tiers pour mettre en œuvre ce processus qu'au donneur d'ordre initial. Peut-être que la réponse, c'est une formule type la Commission nationale du débat public, qui est d'ordre administratif dans son statut, mais qui est indépendante. C'est une autorité administrative indépendante. Je ne sais pas. Mais en tout cas, là encore, une forme de réalisme fait qu'aujourd'hui, ce sont des prestataires privés qui, au fond, a un coût qui peut vraiment paraître élevé initialement, mais qui est sans doute moins élevé que le coût d'une prestation en interne, mettent en œuvre ces solutions. Et c'est ça aussi la Civic Tech. Et ces débats qui traversent la Civic Tech au sens des organisations qui fournissent ces solutions. Il y a ceux qui disent que ça devrait être des modèles gratuits et des modèles totalement ouverts et appropriables par les citoyens. Eh oui, mais qui paye? Et il y a ceux qui disent, eh ben non, la solution, peut-être par défaut, mais la solution trouvée aujourd'hui, sont des modèles qui font que ce sont les décideurs qui vont payer. Je voulais juste résumer les termes du débat, parce que c'est un débat vraiment important au plan démocratique. Je voulais réagir du coup parce qu'on n'a pas tous le même avis ici, même si ce n'est pas forcément toujours des avis tranchés. En tout cas, je pense que la question de l'open source n'est pas liée à la question de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de services publics en France qui sont fournis par des entreprises, selon des codes très précis, selon les marchés publics, et ça ne pose pas en soi de problème. Ok, bon alors en tout cas sur la question de l'entreprise, je pense qu'il y a peu de gens qui aujourd'hui remettent en question le fait que des spécialistes soient en charge de la démocratie participative parce que c'est un certain nombre de compétences, et y compris des compétences numériques, qui n'engagent pas forcément le fait que ce soit un outil open source ou propriétaire. Vous avez des prestataires qui font de l'open source comme des prestataires qui font du logiciel propriétaire. Et sur ce qui est développement en interne, on a effectivement en France des limites, même si Paris a développé pendant très longtemps ses propres outils qui ont fonctionné jusqu'à un certain point. Après, ils ont fait le choix de recourir à Cap Collectif, au bout d'un moment, en tout cas pour une partie de leurs outils.
Mais ce n'est pas quelque chose qui est infaisable. La mairie de Barcelone a développé un outil qu'elle utilise pour ses consultations et qui est maintenu par une communauté de développeurs, dont des agents publics, mais aussi des chercheurs de l'université, mais aussi des... Attends, j'ai pas fini. Alors, l'open source, c'est un truc qui déchaîne les passions. Mais aussi, en fait, un certain nombre d'entreprises qui contribuent au développement du modèle, etc. Et... Non, mais je répondais plus à Cyril, du coup. Non, si, tout à l'heure, tu as dit. Et l'autre chose, c'est que l'open source, c'est pas forcément gratuit. Ça veut dire que le code qui gère votre logiciel derrière est ouvert. Ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire d'abord que, évidemment, si vous savez lire du code, vous pouvez le lire et comprendre comment fonctionnent les algorithmes. Ça veut dire que vous pouvez récupérer ce code et le réappliquer. Si jamais vous voulez le réappliquer de manière autonome, vous pouvez le faire. Vous pouvez faire appel à un prestataire qui va vous développer une instance du logiciel aussi. Et ça veut dire aussi que vous pouvez le réutiliser dans des fonctions différentes, c'est-à-dire pour un objectif différent de celui pour lequel a été développé l'outil au départ. Ce qui veut dire effectivement que vous pouvez prendre un outil de participation et vous en servir pour faire du sondage ou pour faire complètement autre chose. Ceci dit, je pense que Cyril nous a bien dit quand même que la marge de manœuvre en fonction du commanditaire qu'on a en face est limitée. C'est-à-dire qu'en fait, si dans le cadre de la loi République numérique, vous avez un commanditaire qui est prêt à vous écouter et prêt justement à garantir un certain nombre de choses dans la consultation, vous pouvez garantir aussi une qualité de la consultation en ligne. Si vous êtes face à un prestataire, pardon, à un commanditaire comme l'État dans le cadre du grand débat national qui vous demande pour le coup pas de vote, pas d'interaction, même si vous pensez que ces fonctionnalités-là auraient pu être mieux, vous n'avez pas tellement le choix. Donc la marge de manœuvre est limitée malgré tout. Et c'est pas... peut-être... voilà, ok. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est qu'en fait, de nouveau, on est dans le temps long. C'est-à-dire qu'effectivement, les premiers outils qui ont été développés en France, et c'est très différent en France de l'international, étaient des outils propriétaires, et c'était les seuls qui étaient capables de répondre à une demande publique. Aujourd'hui, il y a deux questions qui se posent. Il y a d'abord le fait que les outils sont de plus en plus divers, et quand même ont atteint des niveaux de développement qui font qu'on a des outils open source qui sont très bons. La deuxième chose, c'est qu'en fait, aujourd'hui, savoir lire le code, savoir comprendre ce qui se passe quand vous utilisez un outil numérique, savoir comprendre en fait ce que les algorithmes font de votre comportement ou pas, c'est un enjeu démocratique. Et c'est-à-dire qu'en fait, on peut tout à fait dire on a besoin aujourd'hui de logiciels qui soient fiables, qui soient très développés, qui ont demandé un investissement, mais demain, qu'est-ce qu'on fait? Demain, est-ce que seulement les personnes qui vont comprendre comment fonctionnent les algorithmes vont pouvoir lire ces outils de participation? Je ne sais pas si vous avez suivi un peu le débat sur Parcoursup. Quand on a ouvert le code de Parcoursup, il y a plein de choses qui se sont placées. Il y a d'abord le fait qu'on a réalisé en fait comment fonctionnait l'algorithme de répartition en fonction de est-ce que vous étiez boursier, de quelle zone géographique vous veniez, etc. Mais surtout, ce qu'on a vu, c'est que le logiciel faisait un certain nombre de choses, mais pas tout. Et qu'à côté, il y avait tout un tas de critères qui étaient décidés par les universités au niveau local, qui faisaient leur propre classement et qui, du coup, décidaient en fait quels étudiants elles choisissaient. Et en fait, en soi, l'ouverture du code, c'est important pour voir quelle est la part du logiciel dans la décision. C'est-à-dire de ne pas dire en fait, que le gouvernement ou un autre commanditaire, une collectivité, un autre, ne puisse pas dire en fait les choix sont venus de la consultation, mais soit obligé d'assumer que le logiciel a fait un certain nombre de choix, ou en tout cas a fait un certain nombre de catégorisations, de mise d'organisation de l'information. Mais par contre, après, toutes les décisions qui ont été prises sont aussi des décisions qu'il faut imputer au commanditaire et non pas à l'outil. Okay. Juste réagir sur deux points pour préciser ce que je disais tout à l'heure. Non, pas forcément sur l'idée du code, mais sur bien la séparation. L'outil, ce que je te disais, l'outil, on le gouverne. Donc le gouvernement, comme n'importe quel autre de nos clients, peut utiliser l'outil dans son état de fonctionnement autrement que pour l'usage qu'on a prévu. Par contre, m'exiger que je modifie le fonctionnement, ça, il peut être aussi fort qu'il veut, ça n'arrivera jamais. Donc dans son état de fonctionnement, c'est ça qui est critiqué aujourd'hui. C'est pas le fait qu'on ait adapté le logiciel. On n'a fait aucun développement pour le grand débat en dehors des questions d'infrastructure et de performance. Donc c'est deux sujets différents. Et je voudrais aussi préciser, effectivement, le problème avec les outils numériques, c'est les algorithmes. Dans une civic tech, il y a 0 algorithme. 0. Il y en a un seul. C'est celui qui classe les propositions de façon aléatoire. Et il est open source. Voilà. Donc il n'y a pas d'algorithme, en fait, il n'y a pas de traitement. Il y a pas de traitement. J'ai répondu. L'enjeu de le garder fermé, c'est d'empêcher justement que le politique, que par ailleurs tu critiques, ait la voie complètement libre pour prendre ses propres outils, Axel l'a dit, et faire ce qu'il veut, mais vraiment dans le sens où il veut. Et de l'autre côté, parce que développer un outil, il faut un modèle économique, donc il faut des revenus. Et d'ailleurs, pour répondre aussi à votre question, quand on a fait Parlement et citoyens, j'ai expliqué, personne n'en voulait.
On ne voulait pas de nous. On ne voulait pas qu'on vienne s'introduire au Parlement. Après avoir fait la démonstration que ça fonctionnait, Barthelone, il n'a pas voulu, le président de l'Assemblée, pas voulu nous aider. Jamais personne n'a voulu nous aider. Donc moi, un jour, quand on m'a dit qu'il faut mettre le code pour finir là-dessus en open source au niveau de l'État, ben, je leur ai dit, c'est pas un problème. Vous payez l'investissement de la totalité, ce qui a été fait pour rembourser les gens qui ont fait ces investissements, et on mettra le code en open source. Mais je pense qu'effectivement, comme le disait là Axel, c'est un sujet de la communauté, et je ne pense pas qu'il soit au cœur du sujet. Je crois qu'Axel l'a encore répété tout à l'heure. Ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est de faire évoluer la matrice démocratique. Axel parlait de la Constitution. Je pense que oui, personnellement, ça sera un passage obligé, mais je pense qu'en attendant, on a plein de marges de manœuvre, il y a plein d'opportunités, il y a plein d'espaces qui se créent, et je pense que dans les années à venir, on va en voir de plus en plus. Sur les espaces qui se créent, il y en a un qui, je crois, est le plus intéressant. C'est une forme de municipalisme numérique. Ça veut dire la démocratie locale. Parce qu'au fond, c'est le niveau qui permet le plus de marier l'utilisation des outils numériques pour amplifier les débats, les enrichir, essayer d'élargir la participation à d'autres personnes, etc., mais qui permet aussi la présence physique, qui permet aussi les échanges, et des échanges physiques et du débat tel qu'il est né dans la démocratie athénienne, se créent les idées. Et donc ça, il faut absolument le conserver. C'est très compliqué au niveau national, mais aujourd'hui, les expériences les plus intéressantes, c'est au niveau local, dans les collectivités locales qu'elles sont menées, oui, à l'étranger, et beaucoup en Espagne, mais en France aussi. Quand on regarde un peu vers le nord, vers la Bretagne, vers l'Alsace, vers la région Occitanie, ça bouillonne. Ça bouillonne, et donc si les élus au niveau local sont prêts à partager le pouvoir, parce qu'au fond, c'est ça l'enjeu, à se dire on lâche prise un petit peu. On ne sait pas ce que ça va donner, mais à la fin, la décision finale, elle aura impliqué un plus grand nombre de citoyens qui se sentiront donc plus concernés. Eh bien, oui, il y a des vraies marges de manœuvre. J'ai une question. Est-ce qu'il y avait un appel d'offres public pour le choix de l'opérateur auquel participent les organismes de recherche comme l'INRIA, le CNRS, les labos universitaires? Il y en a pas mal hein, qui travaillent sur cette question. Alors, nous, quand on intervient, c'est toujours, alors pas toujours dans les appels offres, mais toujours dans le cadre des marchés publics. En fait, il y a différentes modalités. Il y a les marchés, alors en fonction des seuils, de 25 000 euros, qui ne nécessitent pas d'appel d'offres, mais une mise en concurrence simplifiée qui était remontée à 100 000 euros. Ensuite, il y a la logique, effectivement, des appels d'offres, hein, la classique. Et enfin, il y a les accords cadres de type UGAP, auxquels on est référencé, qui permet aujourd'hui, et la plupart des civic tech, je crois, le sont, qui permet aux acheteurs publics de pouvoir contractualiser auprès des civic tech en direct, tout en étant dans le respect du Code des marchés publics. Mais les labos, oui. Là, on vient de déposer nous un dossier à la BPI pour financer donc cofinancer un outil d'analyse de contenu, et on y va avec une université. Oui. Les chercheurs ont un rôle immense à jouer. On a beaucoup parlé du grand débat national. La matière issue de ce débat, elle est extraordinairement riche, parce que c'est la photographie à un moment X de l'opinion, certes pas représentative, mais d'une partie du pays, de ceux qui ont décidé de participer. Et en l'occurrence, pas que en ligne, puisque vous le savez, il y avait aussi une participation dans les mairies, des comptes rendus des débats publics, etc. Donc ça, c'est une matière de long terme qui peut être travaillée par les chercheurs, et qui l'est. On va prendre la dernière question. En fait, elle a été répondue pendant le... C'est bon, ça a été répondu. Eh bien, merci. Moi, je vais en poser une. Alors, à ce moment-là, qui n'a pas été... Tatiana a posé la question à un moment donné, mais je ne suis pas sûre que tu aies répondu, de l'articulation entre l'objectif de l'intelligence collective, hein, c'est-à-dire d'arriver à collecter suffisamment
d'avis, d'arguments, de points de vue, de positions pour arriver à faire une cartographie voilà, de ces avis-là et puis de venir enrichir la réflexion d'un décideur. Et puis elle disait, il faut quand même à un moment donné qu'on arrive à articuler ça avec qui parle. La question de la représentativité ou en tout cas de la légitimité, de manière à ce que, effectivement, une fois qu'on a fait une consultation, le reste du pays... c'est un des soucis qu'on a avec d'ailleurs la Convention citoyenne pour le climat qui est engagée aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a 150 citoyens. Je ne suis pas sûre que le reste du pays se dise, après tout, pourquoi ces 150 personnes-là parleraient à ma place et influenceraient la décision à ma place. Donc, comment toi, tu résous cette question-là? C'est par rapport au point que j'ai évoqué tout à l'heure, en disant que je crois qu'on nous colle à tort l'étiquette de outil de démocratie participative sur le dos et qu'on nous passe au tamis de cette analyse. C'est pas la vocation des civic tech, c'est beaucoup trop réducteur. Désolé de le dire comme ça, mais c'est une mauvaise compréhension du potentiel du numérique. C'est pas simplement collecter des votes et des commentaires. Et justement, quand tu dis, voilà, la question de la représentativité du public, c'est pas du tout la démarche dans laquelle on va s'inscrire nous. La question, nous, on part de l'idée que la participation est un droit et que ce droit n'est pas conditionné à la représentativité de ceux qui s'expriment. Parce que ça devient un piège. Si on en fait une condition de la participation, alors la parole de chacun d'entre nous ne vaut rien tant qu'on ne vient pas avec tout le monde. Donc on sait toujours... Tu es quand même le premier à te féliciter de pouvoir inclure des publics absents, à pouvoir avoir des contributions qui viennent des publics les plus divers possibles et non pas toujours les mêmes. Oui, alors toujours les mêmes. Et ça aussi, c'était intéressant, parce que Tatiana nous dit qu'a priori, sur le numérique, ça serait plus excluant, que le numérique, c'est difficile, etc. Moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet, j'ai découvert le syndrome TLM. Tous les mêmes. Le numérique, ça n'existait pas. Qu'est-ce qu'on voyait? C'est illustré par des photos, les réunions publiques qui se font à des horaires qui attirent toujours le même public, plutôt âgé, etc. Et on vient refléter sur le numérique, a priori, que ça serait la même chose. Et ce qui me surprend, en fait, c'est que le monde scientifique n'a pas de données sur le sujet. On a des dizaines et des dizaines de milliers de données sur le sujet qui n'ont jamais été rendues disponibles et qui invalident ça en réalité. C'est que quand on regarde par exemple les données de République numérique, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que sur l'ensemble des tranches d'âge mesurées, on fait quasiment jeu égal. Quand on fait l'enquête de satisfaction, on a la bonne surprise de découvrir qu'on a des chômeurs, des agriculteurs, des étudiants, etc., qu'on couvre là aussi une grande diversité. Mais je le découvre sans le rechercher parce que mon paradigme, il est différent. Je ne suis pas dans l'idée de dire je cherche à faire parler l'ensemble des Français pour dire ce que veulent les Français. Ça s'appelle un institut de sondage. Je ne cherche pas à déléguer la décision aux Français, ça s'appelle un référendum. Ce que l'on cherche à faire, c'est à donner à des décideurs qui, historiquement, travaillent avec des méthodes qui ont 200 ans, qui prennent des décisions en chambre avec des conseillers, un instrument numérique qui permet donc de digitaliser le processus, qui veut dire rendre la parole de chacun, qui sont déjà dedans transparents, premier effet. Deuxième effet, donner l'opportunité à tous ceux qui veulent s'impliquer de pouvoir le faire. Et on croit à la vertu de ces deux éléments pour améliorer l'efficacité et la confiance. Ma finalité, c'est l'efficacité et la confiance de la décision par la transparence et l'implication du public qui veut venir. Mon sujet n'est pas d'assurer ou de refléter la parole des Français. Et les données, et je tiens vraiment à le dire, tout ce qu'on entend sur le sujet est complètement faux et basé sur aucune donnée. Et tu le disais tout à l'heure, et si le monde de la recherche veut faire des recherches, on sera ravis de leur filer les données pour montrer qu'effectivement, le numérique est beaucoup plus inclusif que la participation en présentiel, sauf quand elle est organisée en système de panel où on choisit délibérément de le faire. Mais quand on invite le public à venir dans une salle, sociologiquement, on est à des années-lumière de ce qu'on fait avec le numérique. Alors déjà, c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde, et ces données-là, je connais plein de chercheurs qui seraient ravis de travailler dessus. La deuxième chose que je voulais juste préciser, ça va prendre une phrase, c'est qu'en fait, c'est pas votre rôle en fait de garantir la représentativité, et en fait je dis pas qu'une consultation numérique doit être représentative. Je dis qu'on doit savoir qui s'exprime pour que ensuite, si on base une décision publique qui doit avoir une forme de légitimité dessus, eh ben, on sache qui a participé et dans quelle mesure en fait le représentant joue encore son rôle de représentant pour se dire qu'en fait il y a toute une partie de la population qui n'a pas forcément participé, qui n'a pas été représentée. Sinon, on se retrouve dans un système où en fait seulement ceux qui parlent vont être écoutés et seulement ceux qui ont participé. Non, c'est pas déjà le cas en fait. Il n'y a que les lobbies qui parlent aux politiques. Alors, c'est déjà le cas. Et donc toutes les tentatives qui permettent de contrer, non, c'est pas institutionnalisé, c'est la pratique des institutions à laquelle je faisais référence. Donc tout ce qui permet d'améliorer cette situation, c'est bon à prendre.
À garder à l'esprit aussi, parce que je l'ai découvert, j'étais fascinée de voir que parmi les participants à la consultation sur la loi pour une République numérique, il y a des gens qui m'ont écrit, certains avec lesquels je suis toujours en contact, et qui m'ont dit qu'ils ont découvert le processus démocratique d'une loi à cette occasion. C'est-à-dire que beaucoup ont participé sur la plateforme du gouvernement, et en fait, ils croyaient que c'était terminé après. Et donc, quand ils ont compris que voilà, ça allait à l'Assemblée nationale en première lecture, et puis il y avait la navette parlementaire, et puis ça arrivait au Sénat, et puis ils n'étaient pas d'accord, et donc il fallait revenir à l'Assemblée nationale, quand entre-temps il y avait eu des réunions mixtes paritaires, etc. Et tout le monde, pas tout le monde, certains disaient oh, qu'est-ce que c'est long, et qu'est-ce que c'est compliqué, et qu'est-ce que c'est technique. Et à la fin du processus législatif, ils disaient ça y est, on a compris. Avec un sentiment de fierté, de dire nous avons participé directement au processus législatif. Et ça, c'est de la part de publics qui au départ étaient très éloignés, pas du numérique, c'est pas le sujet, de la chose politique, de l'engagement citoyen, du débat public. Et donc, si ça peut permettre ces participations en ligne, justement, à plein de conditions, de faire venir des gens qui, a priori, pour 1000 raisons, notamment par appréhension psychologique, par mauvaise maîtrise des termes, des codes sociaux, etc., ne participeraient pas autrement, en particulier dans des réunions publiques ou dans le vote à l'urne, parce que dans notre cas, il y avait 25% des gens qui n'avaient jamais voté de leur vie. Eh bien, moi, je dis, c'est tant mieux. Peut-être que c'est un pis-aller, mais c'est tant mieux. Ok, ça sera le mot de la fin. Merci d'avoir été là ce soir. Voilà, merci à vous, très bonne soirée.